Actualité et divertissement, c'est l'émission de Laurent Ruquier et l'extrait d'une autre émission d'Europe 1. Partout, tout le temps. Août 1951, la petite ville de Pont-Saint-Exupéry dans le Gard a été le théâtre d'un terrible empoisonnement par le pain, causant la mort de 7 personnes et l'internement d'une trentaine d'autres en hôpital psychiatrique. Jeudi, dans son émission de 9h30 à 11h, Jacques Pradel recevait l'historien américain Stephen Kaplan, auteur du Pain maudit, Retour sur la France des années oubliées 1945-1958, paru aux éditions Fayard. Plus de 50 ans après les faits, cette affaire reste dans l'esprit des habitants, comme en témoigne le directeur de la mairie. Il s'agit de René, que nous écouterons dans quelques minutes. 16 août 1951, 300 personnes touchées, 50 personnes à l'hôpital psychiatrique, 7 morts de mémoire. 5 directement, 2 autres probablement. Probablement. Ouais. Et donc cette grande enquête, c'est vraiment c'est pour ça que je parlais de docu-histoire tout à l'heure. D'ailleurs, vous employez le mot d'ailleurs dans votre préface. C'est voilà, faire une plongée dans cette affaire, revisiter toute l'affaire telle qu'elle a été vécue à l'époque, mais avec le côté, en se débarrassant avec le recul du temps, bien sûr, du côté émotionnel et des erreurs. Et des amplifications de la presse, il faut bien le dire. Bon, qui jouait un rôle qui aime très bien, important. châtie bien. Il faut bien dire que la presse a vraiment beaucoup fait pour répandre ce qui aurait pu devenir une grande psychose, hein, puisque vous me le faisiez remarquer là pendant la pause. Pendant des semaines, voire des mois, on a arrêté de manger du pain dans beaucoup de régions. Oui, il y avait vraiment une très grande peur, et c'était ça d'ailleurs qui a mobilisé et l'État et la filière blé, farine, pain, parce que dès la fin de la guerre, déjà, on était très inquiets. Et l'État avait fondé une institution qui s'appelait le SNERNAC pour étudier le pain et pour rassurer les Français sur la bonne qualité donc de leurs produits. Et parce qu'il y avait beaucoup de doutes sur le pain. Or, quand ça arrive, ça tombe très mal, parce qu'on est à la veille donc du retour de l'abondance, et la boulangerie et la meunerie espéraient qu'on allait reprendre donc la consommation qui chutait depuis le début du siècle d'ailleurs, et qui pose encore aujourd'hui un problème. C'est une affaire de la vache folle avant l'heure, hein, finalement. Voilà. Mais là, c'est pas la filière de la viande, c'est la filière du pain, quoi. Alors, on va prendre au téléphone tout de suite René. Bonjour René. Bonjour. Alors, je vois qu'on nous écoute ce matin à Pont-Saint-Exupéry, puisque vous êtes le directeur général de la mairie. Tout à fait, oui. Et j'étais remarquablement intéressé par cette enquête, effectivement. Vous en connaissiez l'existence ? Je dirais que moi, je suis marseillais. Lorsque je suis arrivé à Pont-Saint-Exupéry en 1989, je peux vous dire que ça a été la première chose dont on m'a parlé. Ouais. Et encore aujourd'hui, ça marque les esprits, je dirais, des Exupéry-Pontins de souche et des nouveaux. Bien sûr. Ça fait partie de l'histoire prégnante de la ville de Pont-Saint-Exupéry. Ouais. À tel point que d'ailleurs nous avons dû essayer de changer un petit peu l'image de la ville. Pendant longtemps, Pont-Saint-Exupéry était tellement associé au pain maudit que c'était une image un petit peu négative de notre cité, quoi. Bien sûr, et on parlait hors micro avec Stephen Kaplan tout à l'heure. Je crois en 2005, Pont-Saint-Exupéry a participé à Interville. Tout à fait. Ça faisait partie aussi justement de ce redressement d'image, quoi, parce que il y avait donc il y a encore de temps en temps des touristes qui viennent pour dire où est la boulangerie, où est-ce que ça s'est passé. Ça existe encore, et il se dit encore beaucoup de choses très contradictoires sur l'histoire de ce pain maudit. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pourrais me permettre, au nom de M. Baumet, le maire de Pont-Saint-Exupéry, si M. Kaplan, on serait honoré de l'inviter à Pont-Saint-Exupéry pour qu'il puisse présenter, je dirais, son enquête. Voilà, donc je profite d'Europe 1 pour lui faire cette proposition-là. J'adore Pont-Saint-Exupéry. Le livre est dédié aux spiripontains et aux boulangers et meuniers de France. Et évidemment, je me rendrai avec un vif plaisir voir cette ville qui a des monuments formidables, qui est situé sur le Rhône, qui est absolument un bijou. Et j'invite toute la France d'y aller. Il y a même des bonnes boulangeries aujourd'hui. Oui, on y fait du très bon pain. Voilà, vous voyez, vous avez trouvé un ambassadeur extraordinaire en la personne de Stephen Kaplan. Bon, merci en tout cas de votre coup de fil. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, c'était donc un extrait du magazine de Jacques Pradel, diffusé jeudi entre 9h30 et 11h. Jacques recevait l'historien américain Stephen Kaplan, auteur donc du Pain maudit, Retour sur la France des années oubliées 1945-1958. C'est paru aux éditions Fayard.
Trenet, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie du frère et de la sœur Lemoine. Ils sont de retour après un long week-end de Pentecôte. Bonjour sœur Lemoine. Annie Lemoine et Jean-Luc Lemoine sont enfin réunis depuis de longues semaines sur Europe 1 cet après-midi. Le fils cadet, Stevie Lemoine, est là aussi. Et puis l'enfant maudit, celui qui porte un autre nom, Philippe Vandel. Bonjour. Alors vous relancez la rumeur, donc moi je vais être obligé encore de démentir, Jean-Luc. C'est vrai, on vous pose toujours la question. L'autre jour j'étais à la finale de la Coupe de la Ligue, j'ai croisé Gérard Rouillet. Et il me dit... la finale de la Coupe de la Ligue. Qu'est-ce que tu faisais à la finale? J'étais invité. C'est ça la vraie info. Et tu y es allé? Eh ben oui, je voulais voir Sarkozy en vrai. Ah, c'est pour ça, tu vas à un match de foot, c'est pour voir Sarkozy. Enfin bon, c'est pas ça qui est intéressant. Si. Mais non, j'ai croisé Gérard Rouillet et il me dit, ah bah oui, le foot ça vous branche, c'est vrai, vous avez un frère qui est un spécialiste. Et j'ai mis du temps à comprendre, Jean-Luc, que il faisait référence. Mais je crois que le problème, c'est pas qu'il était spécialiste ou que c'était pas votre frère. Oui, c'est ça. Et c'est pas le problème qu'on pense qu'on soit frère et sœur, le problème, c'est qu'on pense que Stevie soit notre fils. Ah oui. Je vous signale l'arrivée parmi nous de quelqu'un qui a un peu de retard, il faut le dire, en ce mardi de Pentecôte, mais peut-être il a eu un week-end un peu chargé, un peu difficile, peut-être les retours, les bouchons. Les bouchons à Paris. Oui, pour la peine, je dirais pas votre nom, tiens, voilà. Pierre Lebrun. Ah non. On m'aura reconnu. Par votre retard, oui, Pierre Bénichou. Oui. Qu'est-ce qui se passait alors encore? Vous avez un mot d'excuse? Non, mais justement, je n'aurais qu'un mot d'excuse. Assez de circulation dans Paris. Ah oui? Ben oui, l'essence n'est pas assez cher. Oh. Tout le monde a sa bagnole, et puis voilà ce qui se passe. Non, mais c'est vrai que c'était incroyable, quoi. C'est incroyable. Je sens, Annie Lemoine, que non seulement il est en retard, mais en plus vous allez devoir le réveiller un peu. Il est en grande forme. Il est en grande forme. Autant vous dire, si vous pouviez C'est incroyable le nombre de voitures qu'il y avait. Ah, oui. Si vous pouviez le passer de temps en temps, Annie. Oh, mais comment allez-vous, Annie Lemoine? Mais écoutez, je vais bien, je vous remercie, Pierre. Et Stevie, votre week-end fut-il bon à vous? Ah, très bon. Ouais. J'étais au Mans, j'ai jardiné. Encore? Toujours? Cabinet. Enfin non, c'était très sympa, très cosy. Non mais tu vas finir par connaître la ville, hein. Mais c'est ma ville. Non. Mais si. Vous n'avez pas jardiné, vous, ce week-end, Pierre? Non, j'étais à Marseille. Les dents. Tu l'as enlevé de la bouche. Il n'y va pas que pour les dents, enfin. Non, j'étais à Marseille et quand j'ai pris l'avion pour revenir, j'ai dit, je suis arrivé, l'avion a atterri à Orly, j'ai dit enfin le midi. Et Marseille était la seule ville, dans la seule région où il a fait mauvais ce week-end. C'est vrai, ça, il faisait pas beau dans le sud de la France. Il faisait 17 degrés, 18 degrés, on est arrivé à Paris, on a dit, oh là là, où sont les maillots de bain? Allez, posez votre question. Ah oui. Je crois qu'il est temps effectivement de poser la première question. Une question qui concerne Toyota, puisque vous savez qu'on parle beaucoup des éthylotests depuis ce week-end. Des éthylotests qui peut-être seront installés dans les bars et les discothèques à partir de janvier l'année prochaine, mais aussi à bord de certaines automobiles. Chez Renault, on a déjà un modèle portable qui est vendu 139 €, nous dit-on. Chez Citroën, on vient de mettre en place, chez certains concessionnaires, un éthylotest qui coûte un peu moins cher, 99 €. Mais chez Toyota, on va faire mieux. Que va-t-on faire chez Toyota? Eh ben, ça sera raccroché à l'antidémarrage. C'est-à-dire? Ça veut dire que si on souffle et que c'est positif, la voiture ne démarre pas. Oui, mais ça c'est déjà prévu, c'est chez Volvo par exemple. Mais là c'est plus particulier encore, il n'y aura pas à souffler. Comme pour le diabète? Il y a une petite aiguille qui nous transperce le doigt pour calculer le sang dès que tu rentres. C'est bien une voiture. Chaque fois que vous mettez la main sur votre volant, vous avez les doigts en sang. On vous fait des analyses. Non, mais sérieusement. Il y a des pics dans le volant. Alors il y a un petit rapport avec la réponse, mais oui, Vandel. Ça analyse l'atmosphère de la voiture. Pas du tout. Non. À la laine. Pas la laine. Par la peau, à la transpiration, parce que les doigts, quand on transpire, il y a des bactéries, enfin des effluves d'alcool. Des effluves, voilà. Et donc c'est la sueur sur le volant. La sueur de vos doigts sur le volant sera analysée dans ces automobiles-là. Mais tout le monde va mettre des gants. Non, ou on demande aux passagers. Mais non, tu peux pas. Sinon il va dire tissu. Demandez aux passagers. Tissu, moi non, et toi tissu. Enlever tissu. Mais c'est pas volontairement que les gens conduisent bourrés, attention. Ah oui.
Mais oui, c'est des gens qui savent pas qui ont bu un coup de trop. Et cela, moi, je serais ravi si je bois un verre de trop que la voiture me dise non, monsieur, je laisserai ma voiture. Non, Pierre, parce que vous habitez en ville. Mais le vrai danger, c'est les gamins qui habitent à 20 km d'une boîte de nuit, qui sont à 4 et qui rentrent tous bourrés. Il y en a pas un qui est resté sobre de la soirée. Je crois que c'est ça le problème. Les gros accidents qu'il y a eu, c'est ça, non? Mais il n'y a pas besoin d'éthylotest. Parce que celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. C'est quand même clair, simple et précis, je veux dire. Voilà. Je comprends pas encore cette mesure qui va nous coûter des millions et des millions d'euros, alors que c'est quand même simple. Tu conduis, tu ne bois pas. Point. Oui, mais comment tu fais si tu t'habites à 5 km Eh ben, tu ne bois pas si tu du... prends ta voiture. Mais comment tu fais pour pas boire si tu es en boîte? Toi, tu arrives à ne pas boire du tout parce que tu as ta voiture. Quand je bois, quand je fume, quand je il fait de la radio quand même. Quand je conduis, je ne bois pas. Mais pourquoi tu dis que ça va nous coûter tellement d'argent? En quoi un éthylotest peut-il te coûter de l'argent? Mais non, parce que là, apparemment, ça serait dans les cafés, c'est des machines, etc. C'est de l'entretien, c'est de la maintenance. Enfin, et puis c'est encore des déchets, parce qu'à chaque fois, on utilise un capuchon stérile pour souffler dedans, pour éviter d'avoir les bactéries des autres. Donc tout ça, ça fait des détritus, et enfin, c'est un cercle sans fin. C'est l'horreur. Alors que c'est tellement simple de dire que quand tu conduis, tu ne bois pas. Ce qui est rigolo, évidemment, c'est que Monsieur Borloo... Mais j'ai raison ou pas? C'est ça la réponse? Bonne réponse de Stevie Boulet. Voilà. Il y avait un truc qui allait pas. Non, mais ce qui est crétin quand même dans le système de Toyota, c'est que s'il y a des capteurs de sueur sur le volant, comment il fait le barman? Parce que le barman, il a plein d'alcool sur les doigts, mais par contre, il est pas sûr d'avoir bu. Mais je pense que c'est à l'intérieur. C'est pas forcément en surface. Lié en surface. C'est pas forcément lié à l'alcool que vous avez en surface. C'est lié, à mon avis, à la transpiration. Elle vient de l'intérieur, vous voyez. Non, ce qui est rigolo, c'est que Jean-Louis Borloo est en charge, évidemment, ces éthylotests, alors que c'est pas le dernier. Je ne sais pas pourquoi vous dites ça. Justement, j'allais dire, je ne sais pas pourquoi. Il y a une réputation qui lui colle à la peau. Il a pas intérêt à prendre une Toyota parce que, pour le coup, lui, manifestement, je ne sais pas pourquoi il a cette réputation. Moi, je trouve que c'est très bien. Ah oui? Parce que cette réputation, je pense qu'elle doit être fausse. Rien ne peut me faire penser qu'elle est vraie. Mais qu'un homme qui, éventuellement, aurait été déjà dans la position d'avoir bu un verre de trop, c'est mieux comment ça doit se passer que quelqu'un de sobre. Juste un mot sur Jean-Louis Borloo. Il a peut-être la réputation qui est usurpée de beaucoup picoler, mais quand même il boit. Et c'était raconté dans le Canard enchaîné. Il y avait le débat avec Nathalie Kosciusko-Morizet, qui est sa sous-ministre, et ils étaient à l'Assemblée nationale. Il lui a dit « Allez, je m'emmerde, je vais boire un coup de rosé à la buvette ». Il part à la buvette, il revient et il dit « Je vais reboire un coup de rosé ». En général, le Canard enchaîné raconte pas ça si c'est faux. Un petit coup de rosé, c'est pas non plus ça, hein? Je sais pas si on peut plus boire un coup de rosé à l'Assemblée nationale. Je vois pas pourquoi qu'on travaille tant pour être député. C'est vrai. Non, voilà, c'est pas un petit verre ou deux. En plus, ils ont des chauffeurs, les députés et les ministres. Oui. Donc, avec lesquels ils trinquent. Il faut bien quelqu'un pour trinquer, oui. Vous avez vu, en tout cas, la une de Jean-Louis Borloo et Béatrice Schoenberg. C'était pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant. Paris Match. Avec la une de Paris Match, avec ce joli parfait. titre, L'amour durable. En référence au développement durable. Ah, pas mal. Oui, ça, c'est chouette pas quand mal, même. ouais. Oui, oui, je pense qu'elle s'était un peu retouchée quand même, hein. Les unes, People. Comment ça? Elle a pas beaucoup de rides. Ouais, comment tu es amer? C'est terrible. C'est moche de dire des choses C'est pas pareilles. bien. Ça parce que vous n'avez pas un ministre dans votre lit. Dans ma vie, vous voulez dire. Non, mais elle a... Et pourtant, non, Dieu mais... sait qu'avec Roselyne Bachelot, vous feriez un beau couple. Franchement. Mais non, mais elle avait pas une ride, c'était frappant à la fin. Je suis pas jalouse, mais quand même, c'est retouché. Et vous êtes dans le sujet, parce que vous en avez parlé, Laurent. Il y a une députée qui avait proposé, ça a été refusé par Madame Bachelot, que maintenant les photos retouchées, il y a une indication photo retouchée par Photoshop. Ouais. Ou par je ne sais quoi. Ouais. Mais toutes les femmes de plus de 50 ans sont à la une des magazines sont retouchées, toutes. Ou sinon tu mets un bas sur l'objectif. Un bas sur l'objectif. Oui, c'était qui qu'on avait reçu dans On a tout essayé. Elle voulait absolument qu'on mette un bas sur les caméras. C'était Claudia Cardinal. Ça se fait depuis longtemps. C'est bien de le dire. C'est sympathique pour Claudia Cardinal. Ça cache les rides, enfin, je sais pas. Oui, ça atténue l'image, la netteté de l'image, ouais, voilà. Encore mieux, pour pas que tu vois les rides, tu laisses le capuchon sur l'appareil. Regardez Olivier Besancenot comme il paraissait jeune dimanche chez Drucker. Oui, mais alors qu'est-ce qu'il était sérieux. Ah, c'est vrai? Ah oui, vous avez regardé? Mais oui, j'ai regardé, évidemment, c'était intéressant. Mais il était sincère, mignon, mais très sérieux. Je sais pas s'il a beaucoup d'humour. Oui, toujours en contrôle, c'est ça. Ça doit être fatigant, un mec. Je me rappelle quand on l'avait reçu dans On n'est pas couché, c'est le seul homme politique qu'on ait reçu qui est pas
décroché un seul sourire de la soirée. Ah, c'est vrai? À n'importe quel moment. Moi, je me rappelle, j'ai fait son portrait, c'était un grand moment de solitude. C'était terrible. Ben, en tout cas, j'aurais voulu voir, moi, la deuxième partie. Est-ce qu'il y avait le chien de Michel Drucker sur le canapé? Non, parce que les chiens n'aiment pas les facteurs. Et la question que je me posais, c'est est-ce que quand Besancenot s'est assis sur le canapé, comment il s'appelle, Olga a fait ça aurait été drôle quand même. Non, rien que ça. Non, il y avait Coff. Il y avait Coff qui était marrant comme tout. Oui, enfin. Bon. Non, c'est vrai qu'il racontait des trucs assez drôles. Il disait comment il lui a montré. Il avait un pauvre là, un type qui défend les pauvres, qui est Besancenot. Alors il dit bon, alors il ne reste que 20 € par jour pour toute une famille pour bouffer. Alors c'est difficile. Eh bien non, c'est pas difficile. Et il a montré 8 plats de pauvres. C'est-à-dire des oreilles d'agneau, la langue de veau, des machins. Bon. Et et personne ne s'est rendu compte qu'ils étaient en train de faire un crime. C'est-à-dire de montrer aux gens, vous êtes pauvres, vous voulez pas bouffer de l'entrecôte aussi, non? Bon, et alors, on montrait ces plats, je trouve que c'était un manque de goût inouï. Tu crois que Drucker aurait branché? Pas du tout. Oui, mais Jean-Pierre Coff, il a quel parcours, il sait tout. Bon. Mais seriez pas un peu amer de ne plus y être à tout hasard, je pose la question. Non, j'aurais mis les pieds dans le plat. Ah oui. C'est pas possible. Ça aurait été un plat de pauvre. Le panard de Bénichou. Écoutez, franchement, vous avez vu d'ailleurs que le Parisien faisait sa une ce week-end sur les Français qui font les poubelles, les retraités qui vont chercher les fruits dans les ordures, à Paris les gens qui font les fins de marché. Ah non, c'est assez terrible à lire. C'était la une du Parisien ce week-end. Ils trouvent leur repas dans les poubelles des magasins. Ce n'est pas mon sort qui me choque, mais tout ce qui est jeté. Alors vous avez aussi ceux qui, c'est pas par manque d'argent, eux ils disent, c'est simplement que ils veulent pas avoir tout ce gâchis, alors ils vont faire les poubelles. Bon, ça, je pensais pas que c'était à ce point-là quand même. On pourrait penser que ça se passe dans un autre pays, cette photo où on voit des gens en train de faire les poubelles. C'est terrible, mais c'est la vérité. Parce que quand on se promène dans Paris, on voit de plus en plus de gens effectivement qui cherchent dans les poubelles, qui fouillent, qui ramassent. C'est vrai. Et c'est encore plus vicieux que ça, parce que j'ai vu un reportage à la télé, je sais plus, c'est dans 7 à 8 ou je ne sais quoi. Il y avait un gérant de supermarché, qui avait du Harpic WC et qui aspergeait les fruits et légumes encore valables qu'ils allaient jeter d'Harpic WC pour que personne ne vienne les récupérer et les manger, pour les obliger à aller les acheter. Alors, non. Et c'est pareil, c'est une pratique très courante. Alors que les boulangeries Paul, c'est ce que racontait le Parisien ce week-end, dans certaines villes se sont déjà mis en accord avec le Secours Populaire ou d'autres associations pour effectivement ne pas jeter les invendus et le pain à la fin de la journée et le donner directement à des associations qui vont redistribuer. Ça me paraît quand même mieux. C'est le cas en tout cas à Limoges, par exemple, pour les boulangeries Paul. Et il paraît aussi que les supermarchés, les magasins Champion vont faire la même chose avec la Croix-Rouge afin d'écouler leur stock d'invendus. Ça paraît pas plus mal quand même. Qu'est-ce qui est affreux? C'est affreux. Vous voulez pas du pain frais aussi, non? Du pain rassis, c'est déjà beau, bon. Mais non, mais c'est vrai qu'il vaut mieux ça que rien. Mais c'est comme toute activité de charité, toute activité caritative, comme les restos du cœur, comme tout ça. Plus ça prolifère, plus ça montre que tout va mal, quoi. C'est ça qui est terrible. Alors on ne peut qu'être admiratif de ces gens qui prennent de leur temps, mais en même temps, on peut se dire que ils pourraient, au lieu de changer le pain rassis des pauvres, ils pourraient essayer de changer le monde, quand même. Mais c'est vrai. Ça rappelle la vieille blague, une de mes blagues préférées que je raconte à peu près une fois par an, qui est le type qui frappe à la porte pour dire j'ai faim, vous voyez pas quelque chose pour moi, un peu de soupe, et la personne fait de la soupe de la veille, ça vous va? Elle fait bah oui, bah revenez demain. Oh. C'est ça, hein, c'est le résumé de ce que vous venez de dire. C'est affreux. Une question politique. Qui a déclaré ce week-end avoir un caleçon rose à Poivert? Borloo? Non, c'est le Premier ministre Fillon. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Oui. Il lui a dit d'ailleurs, mais je ne vous le montrerai pas. Voilà, c'était invité dans une émission de radio que le Premier ministre écoutait comment l'émission allait se passer. Les journalistes lui ont dit attendez-vous à toutes les questions, y compris les questions people, a plaisanté un journaliste. Et là, le Premier ministre a répondu tout aussi taquin et plaisantin, j'imagine. Il a répondu si vous voulez savoir la couleur de mon caleçon, je vous le dis tout de suite. Il est rose à Poivert, mais je ne vous le montrerai pas. Je pense que c'était une blague. Il n'avait pas de caleçon rose à Poivert, évidemment. Personne n'a des caleçons roses à Poivert. Du moins, on l'espère. Si, Robert.
Robert a des caleçons roses à pois verts. Mais il le met jamais. Stevie peut-être a des caleçons roses à pois verts. Hein. Non. T'es quand même obligé de réfléchir. Non, je suis en train de chercher, j'ai un caleçon rose et blanc, mais pas... Ah, vous voyez, on n'est pas loin. Rose et blanc. Et il est rose et blanc et il y a écrit qu'un exemplaire. Comment ça, qu'un exemplaire? C'est un exemplaire. Mais une personne à la fois, il y a écrit. Je comprends pas ce que vous voulez dire. Derrière, il y a exemplaire unique. Un exemplaire. Il y en a qu'un exemplaire. Ah oui, il y en a donc personne n'a le même que vous. Mais c'est où ça se fait ce genre de caleçon? Je sais pas, c'est un cadeau. Un cadeau. Ah oui, ça fait plaisir. Voilà. Faut qu'il se méfie quand même, Fillon, hein, parce que s'il donne trop souvent la couleur de son caleçon, ou s'il dit qu'il veut pas la donner, il va encore perdre des points. Il a pas cette image-là du tout. C'est l'homme bien sage et le garçon de bonne famille. Oui, il est tombé un peu dans le sarkozysme là. Attention. Non, mais là il l'a dit comme une boutade et puis c'était pas fait pour être répété. C'était hors tu vois, on le antenne. répète. C'était un indiscret. C'était pas un indiscret. Il a dit ça sur une radio France Info. Non, c'est il vrai l'a que dit c'est pas avant. très écouté, mais Il l'a enfin, pas quand même. Non, mais il l'a pas dit à l'antenne, Laurent. Il l'a dit en préparant l'émission. Ah non, c'était à l'antenne. Vous êtes sûr de ça? oui, je l'ai pas compris comme ça. Alors il a raison, il devrait se méfier. Moi j'avais compris qu'il le disait hors antenne. C'est vrai qu'il On joue peut sa faire place une- parce mais qu'il non. a donné la couleur de son Non, caleçon. faire du people, c'est de parler sérieusement de choses qui n'intéressent personne, enfin qui ne devrait t'intéresser que soi-même. Dire oui, nous avons des relations au petit déjeuner avec Cécilia. Bon, ça c'est de la connerie. Mais dire, ouais, vous voulez savoir comment il est mon caleçon? Il est rose à pois vert. Ça te va? Maintenant ferme ta gueule. C'est le contraire. Ça ridiculise le people. Est-ce que tu comprends, mon petit gars? Je suis absolument d'accord. Hier, sur les Champs-Élysées, hier soir, on a crié Patrick! À quel Patrick ça s'adressait? Pas Patrick Bruel, parce que tout le monde le saurait. Pardon? Mais non, Patrick c'est des gens qui voulaient c'est un acteur américain. le tuer. Il y a que vous, alors, Stevie. C'est l'acteur américain Dempsey, c'est ça? Patrick Dempsey. Patrick Dempsey. Patrick Dempsey, le docteur Mamour, Dany Lemoine. Excellente réponse. Ah bah oui. Beau garçon, hein. J'y étais pas, mais beau garçon sur les photos. Ah ouais? Je préfère la fille qui était avec lui. Bah pour la peine, tiens, on va écouter l'autre. Ah oui, la fille qui était avec lui. Michelle Monaghan, une très très belle comédienne qui jouait dans Mission Impossible 3 notamment. Patrick! Bah oui, Patrick Dempsey, c'est plus Patrick Bruel. Mais ça nous permet de réécouter Bruel quand même, parce qu'il y a longtemps qu'on l'a pas entendu sur Europe 1. On va se gêner. Laurent Ruquier sur Europe 1. Tes souvenirs se voilent, ça fait comme une éclipse, une nuit pleine d'étoiles sur le port de Tunis. Le vent de l'éventail de ton grand-père assis au café des délices. Tes souvenirs se voilent, tu vois passer le tram et la blancheur des voiles des femmes tenant un fils. Et l'odeur du jasmin qu'il tenait dans ses mains au café des délices. Yalil, yalil, habibi yalil, 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 habibi yalil, 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 habibi yalil, 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 yalil. Tes souvenirs se voilent, tu la revois la fille, le baiser qui fait mal à Port El Kantaoui. Les premiers mots d'amour sur des chansons velours. Habibi, Habibi. Tes souvenirs se voilent, tu les aimais, ces fruits, les noyaux d'abricots, pour toi, c'était des billes. Et les soirées de fête qu'on faisait dans nos têtes, aux plages d'Hammamet. Yalil, yalil, habibi yalil, 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 habibi yalil. Yalil, yalil, habibi yalil. Tes souvenirs se voilent à l'avant du bateau et ce quai qui s'éloigne vers un monde nouveau.
Une vie qui s'arrête pour un jour qui commence, c'est peut-être une chance. Y aller, tu n'oublieras pas. Y aller, ces parfums d'autrefois. Y aller, tu n'oublieras pas. Y aller, même si tu t'en vas. Y aller, habibi yail. Y aller, habibi yail. On va se gêner. Laurent Ruquier sur Europe 1. Jean-Luc Lemoyne, Stevie Boulet, Philippe Vandel, Pierre Bénichou, Annie Lemoyne et Stevie. Vous avez vu comme il est gentil avec vous, Jean-Luc? Je vais vous dire, c'est la surprise de l'année. Stevie s'interroge. Dans la pause, Stevie me parle de quelque chose. Il va me parler d'un truc people et tout. Non, il me demande si le PSG s'est sauvé en Ligue 1. Et ça, c'est une magnifique surprise. Et alors, vous lui répondez? Je lui ai répondu malheureusement non, mais ça va un tout petit peu mieux. Ah si, c'est quand même, il faudrait une conjonction. J'ai parlé que de football pendant tout le week-end, alors je m'y connais un peu. Il faudrait une conjonction malheureuse pour que le PDG descende. Le PDG. Le PDG, non, pour que le PSG descende. On peut penser que c'est il faudrait simplement que le PSG fasse match nul ou perde et que Lens et Toulouse gagnent. C'est pas si compliqué que ça. Il faut que d'abord que le PSG perde et que les deux autres gagnent. Non, mais même s'ils font match nul et que les deux autres gagnent, le PSG peut descendre. Non, si PSG fait match nul et que les deux autres ne gagnent pas, le PSG est sauvé. D'accord, mais je vous dis, moi, si le PSG... ça ne dément pas ce que je viens de dire, ce que vous me répondez. Le PSG a un point d'avance sur les deux autres. Je dis que si le PSG fait match nul et que les deux autres gagnent, le PSG peut descendre. Ah, mais c'est pas il peut, il descend. Voilà, on est d'accord. Exactement. Bon, donc... Oh là là, j'espère que non, c'était... Tous, rendez-vous samedi pour savoir ça. Si tu veux, mais tu veux que je parle du PSG maintenant? Mais non, mais j'adore regarder le foot. Écoute, allez, ça surprend tout le monde. Moi, je t'emmène au stade. Et t'as vu le départ de Paoletta, enfin, ses adieux? De Paulette. Non, j'ai pas vu. Oh là là, c'était émouvant. Oh, c'est très émouvant. Il y a tous les gens de l'immeuble qui sont descendus puis qu'on fait une collecte. Non. Ouais, le pauvre. Bon, en tout cas, voilà, on suivra ça avec Stevie, manifestement, samedi prochain. Et Grenoble est monté, si ça vous intéresse. C'est marrant, depuis 45 ans, je crois, ils étaient en Ligue 2 et ils sont remontés en Ligue 1. Il va me bouffer la laine sur le dos, lui. C'était mon domaine. Attendez, là, vous avez autre chose que la laine. Vous avez rencontré un footballeur? Vous vivez avec un journaliste de l'équipe? Non, pas du tout. Non, mais c'est vrai, j'aime bien le foot. Écoute, je sais pas pourquoi ça m'a pris d'un coup. C'était quand? C'était en 98, comme tout le monde. Moi, je suis très content de la montée de Grenoble. D'abord parce que je suis né à Grenoble. Ça me fait plaisir. J'ai une tendresse pour le club de Grenoble. Et il a été en première division depuis 62 et je suis né en 62. Donc voilà, j'espère qu'il va rester longtemps. Ça me fait bien plaisir pour la région. C'est marrant. Même dans un truc de foot qui intéresse personne, il faut qu'il parle de lui quand même. Mais non, justement, c'est touchant. Non, c'est touchant. Mais oui, c'est fantastique, bien sûr. Dites, vous êtes bien à Marseille, vous, à chaque fois vous nous parlez de l'OM. Je dis toi, pas, Marseille. C'est vrai que toi, tu ne parles jamais de toi. Ça, je reconnais. Pierre, jamais une fois ne parle de lui dans cette émission. Je suis né à Marseille et d'ailleurs... Marseille a été fondée en 288 avant Jésus-Christ, moi aussi, non, je dis pas ça. Non, sérieusement. Pierre Sudreau a le droit aujourd'hui à quelques papiers dans la presse. Pour quelle raison précise?
Parce que c'est le dernier ministre. A une carrière de résistant tout à fait extraordinaire. Et Sudreau, je crois, a été un gaulliste de légende. Monsieur Sudreau, qui peut-être nous écoute parce qu'il est encore vivant, Pierre, est le dernier survivant du gouvernement constitué par De Gaulle en 58. Excellente réponse, Dany Lemoine. Et il n'y a rien sur son passé parce qu'il a eu une guerre formidable. Il a d'abord été effectivement adjoint préfet de la Seine, responsable de l'aménagement de la région parisienne, ancien résistant, repéré par De Gaulle dès 45 à son retour de Buchenwald, mais il faisait partie du dernier conseil de Monsieur Coty et dernier conseil évidemment dont le président du conseil était De Gaulle. C'est lui qui est allé rechercher De Gaulle en 58 avant effectivement que ne soit adoptée la Constitution et que De Gaulle soit ensuite élu démocratiquement. Voilà. Pierre Sudreau, le survivant, il est en photo dans la presse aujourd'hui. 50 ans après, on parle d'une nostalgie de Gaulle. Vous avez la nostalgie de Gaulle, Pierre? Moi, pas une seconde. Non. Au contraire, j'aurais plutôt un petit peu de... Ah oui, des choses que j'aime bien. Parce que moi, je suis pas né à Grenoble, je suis né à Oran. Toi, t'es né à Oran. Tu comprends? Ouais, alors, quand on est né à Oran, on n'aime pas trop De Gaulle, ça va? J'avais oublié ça, pardon, je suis désolé. Oui, mais nous qui sommes un peu plus jeunes... Vous êtes métropolitain, vous? Non, mais je vous emmerde. On est surtout un peu plus jeunes. Pour nous, De Gaulle, on se dit quand même De Gaulle, quoi. Voilà. Moi, je l'associe, vous savez, je l'associe, moi, ça n'a rien à voir, mais à l'ours de Bonne Nuit les Petits, à Nounours, vous savez, c'était la même époque. Moi, c'était mon enfance. Ils avaient une voix comme ça, tous les deux. Et Carla et Sarkozy, c'est Nicolas et Paprenel, alors tant qu'on y est. Non, mais écoutez, franchement. Mais oui, non, mais. Stevie, qu'est-ce que vous pourriez, si par exemple, un jour, vos enfants, vos petits-enfants vous demandaient qui était De Gaulle, vous diriez quoi? Grand architecte qui a fait un aéroport. Déjà, il serait surpris d'avoir des... Non, déjà, Stevie dirait, tiens, j'ai des enfants. Croyez pas, c'est bien dire. Je me souviens qu'une Miss France, un jour, on lui avait posé la question, il pensait que c'était un danseur de l'Opéra de Paris, parce que c'était la place de l'Étoile Charles de Gaulle. C'est pas vrai. Si, non. je vous jure. Enfin, quand même. Ah non, mais moi, j'ai un grand respect pour cet homme. Pour moi, c'est le libérateur de la France. Vous voyez? Enfin, moi, je sais pas, moi, et puis c'est une époque, c'est le changement, c'est la naissance de la 5e République, c'est l'élection du président de la République au suffrage universel, ça représente plein de choses quand même, c'est un bouleversement. Oh non, tu viens de dire les 3 trucs les plus faux qui soient. Moi c'est ce que j'ai appris. Il est le résistant, il est celui qui a dit non à la honte, celui qui a donné une leçon d'honneur à ce pays, mais c'est pas le libérateur. Le libérateur, c'est les Américains. Bon, c'est autre chose. C'est pas lui qui a libéré la France, comme chacun sait. Ben non, c'est tout le monde, mais d'accord. bon, à part ça, tu dis la Constitution 58, le truc au suffrage universel. C'est une horreur, ce suffrage, l'élection du président de la République au suffrage universel. Bon. Parce qu'ils font un retour à la 4e, enfin, c'est évident. Ah oui? Après ça, on nomme un mec qui a tous les pouvoirs, qui fait tout, il y a plus. Moi, je suis pour le régime d'assemblée. Vous ne pouvez pas me dire qu'il y a un régime d'assemblée en France. L'assemblée, il y a qu'à mettre, le président est élu, son parti est au pouvoir, et l'assemblée vote automatiquement les projets du gouvernement. Donc il n'y a jamais aucune discussion. Alors vous me direz, ça évite les magouilles, en effet. Mais la police partout, ça évite les magouilles aussi. Je veux dire, arrêtons. Avec votre truc. Alors si c'est pour ça que t'aimes De Gaulle... J'aime bien sa silhouette. Ah, vous aimez bien sa silhouette? Oui, grand comme ça, c'est vraiment le... Ouais, enfin, moi, c'est vrai qu'il est un peu sur un piédestal dans mon estime, mais bon, bah, c'est comme ça. Il est un peu sur un piédestal dans mon estime, j'aime beaucoup cette expression. C'est vrai, mais moi c'est peut-être son nom aussi, De Gaulle, non? Enfin. Non, j'en sais rien, je pose des questions, moi. Une suffit. J'enchaîne très vite avec une autre question dans ces cas-là. En septembre 99, dans le château de Balmoral, vous pouvez rappeler Château de la Reine d'Angleterre en Écosse, résidence d'été. Parfait, Steve. C'est tout, ça m'énerve. En septembre 99, dans le château de Balmoral, c'était très mal chauffé. Quelles conséquences cela a-t-il eu qu'on apprend seulement aujourd'hui? Ça a abîmé des tableaux. Non. La reine s'est enrhumée? Elle n'a pas pu Est-ce que ça a détérioré quelque chose? Non. La santé de quelqu'un? Non. Attends, il faisait trop froid. En septembre 99, en Écosse, le château de Balmoral était mal chauffé. Quelqu'un aurait dû aller séjourner là-bas, n'a pas pu y aller. Et ça a changé la face de C'est Lady Di l'histoire. qui a dit qu'elle ne voulait plus aller
dans cet endroit où elle crevait de froid. Et ça a déclenché une scène de ménage avec Charles. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a, Stevie? En 99, elle était morte, Lady Di. Elle est morte en 97. Ah, exact, oh la pauvre. Ah oui, elle était morte. Alors elle n'est pas en plus. Qu'est-ce qui a pu se passer? Non seulement elle est morte, mais en plus elle va se geler là-bas. Ça l'intéresse pas. Ah, c'était son fantôme. Non, écoutez. Eh ben, ils ont tous dormi dehors. C'est-à-dire? Eh ben, ils ont fait un camping. Pas du tout. Je vois bien la tante dire, allez hop, tout le monde dehors, on va faire un camping. La tante, la reine, enfin, en tout cas. Pourquoi la tante? Ce qui est bien logique en plus. Quand il fait froid à l'intérieur, vaut mieux aller dormir dehors. Oui. Quelles conséquences a pu avoir le fait que le château de Balmoral était mal chauffé en septembre 99? Ils sont donc restés ailleurs. Ils n'y sont pas allés. On chasse. Ceux qui auraient dû Ceux qui ont installé le chauffage depuis. Mais normalement, elle y est l'été. Normalement, non, mais la reine, elle n'a pas eu de problème. Ah, je le sais. Une conséquence terrible. Allez-y. Anus horribilis. C'était mal chauffé, ils ont fait des feux de bois et ça a foutu le feu au château. Non, pas du tout. Et voilà. Bon, alors, James, quelle nouvelle? Ah, je sais, ils ont tous dormi dans le même lit parce qu'il faisait froid. Peut-être qu'il faut que vous trouviez qui. Alors, en tout cas, il y a quelque chose de bon dans ce que vous venez de dire. Ah oui, ils dormaient dans le même lit. Ah, ils faisaient tellement. Ils se sont. Ah voilà, il y a eu un enfant qui a été conçu à cette période-là. Évidemment, bravo Annie. Et voilà, ils se sont réchauffés. Alors qui? Eh bien. Ah, c'est le fils de Sophie Wessex et du prince Édouard. Et du prince. Non. C'est la première fois que j'entends ce nom-là. Mais si, enfin, c'est le dernier mariage de prince Édouard, celle qui ressemble à 2 gouttes d'eau à Lady Di. Bon, est-ce qu'il s'agit de la reine? Est-ce qu'elle a dit Mais non, c'est pas la reine qui a fait des enfants. Donc il y a 2 personnes qui se sont rapprochées, ils ont fait un enfant, ils ont conçu un enfant ce jour-là. Exactement. Sarah Phillips. Pas du tout. Attends, est-ce que c'est un membre de la famille royale? Du tout. Ah, c'est des invités très chics. C'est pas Elton John. Non. Sting. Tony et Cherry Blair. Tony et Cherry Blair. Bonne réponse de Stevie. C'est dans le livre qui vient de sortir, les mémoires de Cherry Blair, la femme de Tony Cherry Blair, Speaking for Myself, aux éditions Little Brown. Elle raconte qu'en septembre 99, comme chaque année, la reine Elisabeth l'avait invitée avec son mari pour le week-end dans son château de Balmoral. Et Madame Blair n'avait pas ce qu'elle appelle son équipement contraceptif. Et il se trouve que cette année-là, il faisait en plus très froid, terriblement froid là-haut, dit-elle. 9 mois plus tard, en mai 2000, le petit Léo naissait. C'était la première fois depuis 150 ans qu'un Premier ministre de Sa Majesté en exercice avait un enfant légitime. Voilà comment il a eu un 4e enfant à 45 ans à cause du manque de chauffage. Ah bah, le moral. Je trouve ça d'un goût. Quoi? Ah, je trouve ça déplacé. D'abord de raconter quand c'est qu'on tire un coup, je ne dis pas. Mais en plus de dire... C'est pas tirer un coup, c'est concevoir un enfant. Peu importe. De dire, il faisait si froid, je me suis tapé ce laidron. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas comme ça. Mais oui. Mais non, elle dit j'ai oublié ma pilule, j'ai dit chérie, réchauffe-moi. En plus, il faisait si froid, ça veut dire, on s'est rapproché, disons, si c'est ça la conception de l'amour, qu'on a à Downing Street. Il a un peu raison. C'est vrai, on n'en dit pas. Il faisait tellement froid. Oui, c'est surtout pour l'enfant. Oui, c'est raison. Plus tard, on fait alors je suis un enfant de l'amour. Non, il faisait froid. Ah, vous savez, vaut mieux pas savoir parfois comment on a été conçus. Vous savez, vous, comment vous avez été conçus les uns les autres, vous? Non, moi je sais pas. Non, Vandel? Non, je sais pas. Vous savez? Moi j'ai des idées, on m'a expliqué comment ça se passait. Non, mais... D'accord, mais dans quelles circonstances, je veux dire? Non, je ne sais pas. Ah, vous voyez, Stevie non plus? Oui, si, moi ma mère elle m'a raconté. Alors, c'était sur une petite... C'est sûrement intéressant, il y a sûrement des conséquences. Non, c'était... Qu'est-ce que vous voulez dire? C'était dans le Maine-et-Loire, dans un petit voyez patelin, juste un petit hôtel qui donnait sur la Loire. Ma mère était chambre numéro 7 et mon père était chambre numéro 8. Et ils fumaient tous les deux une cigarette sur le balcon. Et en fin de compte, ils ont fait connaissance, etc. Et j'ai été fait le soir même. C'était la première fois de ma maman et c'était sur I Will Survive. Voilà. C'est pas vrai. C'est tout. Attendez. Oh là! On attendait des précisions, mais pas autant. C'est-à-dire, attendez, ils fument chacun. Oh là! Ils fument chacun une cigarette sur leur balcon et craquent. Et puis ils ont parlé puisqu'ils fumaient. Ma mère, elle avait pas de feu, elle a demandé du feu à maman. Et pour remercier. Et le soir, et puis voilà. Et ma mère, elle m'a dit que c'était le plus beau cadeau de sa vie. Voilà.
Et I Will Survive en plus. Et ouais, Dis donc, c'était rapide parce que la chanson fait 3:30. Non, mais à l'époque, je sais pas, il passait, je sais pas, j'en sais rien. Mais Ils l'ont ma mère, repassé. elle a ce souvenir d'I Will Survive. Mais en plus d'un balcon à l'autre. Non, je crois qu'ils ont été dans la même chambre quand même. Ah bon, quand même. Ouais. Enfin voilà, vous savez tout, je n'ai plus de C'est vie beau. privée, c'est fini. Annie, vous savez. Non, mais ma mère écoute l'émission. Si tu peux m'appeler après pour me dire. Pierre, vous savez, vous Non, j'ai calculé, comme je suis né au mois de mars, ça devait être au mois de juillet. Quand c'était en Algérie, il devait faire très chaud. Et j'ai toujours pensé que c'était l'après-midi, je sais pas pourquoi. C'est drôle ça. Un enfant de la sieste. Parce que c'est là où vous vous réveillez. Je le dis maintenant, je pense que je suis un enfant de la sieste. Je crois. Et vous, Laurent, vous ne nous avez pas dit? Non, je sais pas non plus, moi, personnellement. Non, en tout cas, ce que je sais à propos de Madame Blair, c'est qu'elle raconte dans ses mémoires aussi l'histoire de la fausse couche de 2002. Parce qu'il y a eu aussi la fausse couche. Vous étiez au courant de ça? Non. Ah bah, Elle dit tout, c'est alors. une Je suis pas au histoire courant. qui en dit long sur le cynisme des conseillers en communication de Tony Blair. En 2002, l'équipe de l'ancien locataire du 10 Downing Street a contraint Madame Blair à rendre publique sa fausse couche. En effet, selon les extraits de son bouquin, cette révélation de la fausse couche en 2002 aurait été nécessaire pour éviter que des rumeurs ne se répandent sur une possible invasion de l'Irak. La famille Blair avait en effet décidé de prendre quelques jours de vacances, et si les congés du couple Blair avaient été annulés sans aucune explication, et ils ont été annulés à cause de cette fausse couche, la presse britannique en aurait alors déduit que l'invasion en Irak était imminente. C'est en tout cas ce qu'avait avancé comme argument l'ancien directeur de communication de Tony Blair pour convaincre son patron, le Premier ministre, De divulguer Monsieur la- Blair, de divulguer la fausse couche de son épouse. Vous vous rendez Ouais, compte? mais non, mais Ouais. je trouve que c'est tout à fait bien. Il n'y a pas de bol, Madame Blair. Incroyable, C'est incroyable. quand Elle même est obligée fou. de répondre aux questions, la pauvre. Bah, là, c'est elle qui raconte tout ça. Hein, dans- Non, je parle je parle de 2000. Ouais, Être mais- obligé de devoir rendre des comptes à la presse là-dessus, Bah, c'est quand pas... on épouse un Premier ministre, enfin il n'était pas à l'époque, mais. Non, mais il y a quand même des détails intimes qu'on peut garder pour soi. On n'est Oui, pas non enfin, plus Elle avait obligé de- 47 intéressant, ans, ça. il faut dire, à ce moment-là, en Ah oui. 2002. Je comprends pas, j'ai Quoi rien compris. Qu'est-ce Qu'une fausse couche à l'invasion de l'Irak, enfin je sais pas, Mais j'arrive si, pas à Stevie, faire le lien. quoi. Stevie, ils ont interrompu les vacances. Donc s'ils interrompaient les Annulé. vacances sans raison, ils se disent jamais ils interrompent leurs vacances sans raison, donc ils préparent un coup en Irak. Donc pour pas que la presse pense ça, ils ont été obligés de révéler la vraie raison. Voilà. Pour pas qu'on en suspecte une Tu as fausse. compris, ça y est? Oui, mais bon. Tony Blair a forcé sa dame. Je ne vous ai pas dit, quand même, j'y tiens, que la chanson qu'on a entendue juste avant la pub, c'est une chanson de Dusty Springfield, un des classiques, Son of a Preacher Man. Et vous retrouverez cette chanson sur la compilation Génération 68, puisqu'on parle beaucoup de 68. Génération 68, sortie en partenariat avec Europe 1. Allez, j'ai une autre question qui n'a rien à voir avec mai 68, celle-là. Qui a dû poser devant les photographes pour prouver qu'il n'était pas trop gros? Roselyne Bachelot. Non, écoute, c'est une amie à vous, alors vous n'avez pas vous imaginer. Il elle est n'était pas super trop bien gros. faite. Il a dit il n'était pas trop gros. C'est un homme. Oui, c'est un homme. C'est pas Xavier Bertrand. Non. C'est en français. Ce n'est pas un Français. Un sportif. Un sportif. Ronaldo. Maradona. Je vous demande pas son nom parce que je pense que vous ne connaissez Un pas son nom. footballeur. Pas un footballeur. Un rugbyman. Non plus. Un Un tennisman. golfeur. Non plus. Un gars qui fait du kayak parce que c'est important qu'on puisse rentrer au moins dans le trou. kayak en Un soi. homme politique. Dans la jupe. Ah, ça dépend parce qu'en même temps, si vous rentrez juste bien puis que vous êtes bien coincé, vous pouvez plus tomber dans le Ah oui, canoë. ça c'est vrai. Le culbuto. François Hollande en kayak. Sport de combat. Sport de combat. Judo. Pas un sport de combat. Non, Basket. non plus. Un Un boxeur. sportif, oui. C'est un sportif. Sport oui, Pierre. collectif. Un nageur. Un nageur. bon. Alain Bernard. Ah bah Non, c'est pas non, connu. Van Hooydonk. Vous avez vu Bah oui. le problème qu'il a là. C'est pas vous, Annie. Hein. Ah non, moi je j'ai suis rien pas au fait. courant. C'est pas vous, Stevie, non plus. Hein. Il est poursuivi par une folle, une fan. C'est vrai. Ah oui. Il est. Non, pourquoi une folle? La fille l'a appelé que elle est 1000 pas très fois. bien quand même. Elle l'a appelé à peine 1000 fois. Qui l'a jamais fait, C'est franchement? une fille de SFR. On sait pas, hein, on n'a pas le nom de la jeune femme, mais effectivement, cette jeune femme a harcelé 1000 fois, je sais plus exactement le chiffre, 1000 fois Alain Bernard. Elle est tombée amoureuse, manifestement. Hein. Ah oui, là, à ce moment-là, je pense qu'au bout de 1000 fois, tu peux dire que t'es un petit peu amoureux, ouais. Ouais. Ou t'as un gros forfait illimité. Non mais attends, c'est pas quelqu'un qui est bien dans ses baskets quand même. Qui ça? Bah la Surtout folle. que c'est une folle. Quand bien même il aurait pas de petite amie, quand bien même elle est jolie, une nana qui t'appelle 1000 fois, c'est qu'elle a un truc qui va pas dans la Bah tête. oui. Ah bah oui, non mais c'est épouvantant.
épouvantant. Alors ça, j'aimerais... Épouvantant les qualités de sa femme. Alors, rattrapez, vous dites quelque chose. C'est correct. Ah oui, ah c'est correct, épouvantant. Vous êtes sûr de ça? Qui génère l'épouvante. Ah ouais? Oui, c'est On va vérifier épouvantant. ça, si c'est épouvantant. Hein? Tu veux dire que t'as Épouvantable, ça mérite l'épouvante. Ouais, Et épouvantant, ça génère l'épouvante, comme il dit très bien. C'est joli. Mais c'est pas français. Ça ne se dit Oui, pas. mais bon, moi j'adore créer des Plutôt, mots. c'est français, mais ça ne se dit pas. Elle est folle d'Alain Bernard. Ça y est, j'ai retrouvé l'article. C'est épouvantant. Une jeune femme de 23 ans. Elle a remarqué en même temps de quoi il se plaint. Hein, une jeune... Bah, ça dépend la jeune femme, faut la voir. Ah, oui. Parce que 23 ans, c'est pas non plus un laisser passer pour tout. Elle avait réussi à se procurer son numéro de téléphone portable. Elle l'a harcelé pendant 10 jours. Bon. Cette femme l'a contacté jour et nuit, sans agressivité ni menace. Mais avec une fréquence ahurissante, comptabilisant plus d'1 millier d'appels. Facilement identifiée après le dépôt de plainte du nageur, elle a quand même été interpellée un vendredi dernier et placée en garde à vue à Lorient dans le Morbihan. Je comprends pas, moi, qu'on soit placé en garde à vue pour oui, ça. quand même, il y a pas plus important à faire que choper une petite nana qui a passé 1000 coups de fil. Bah non, mais si t'étais à sa place, je pense que tu serais bien content qu'elle soit arrêtée, la jeune fille. Non, mais quand même, pas la police. tu Tu lui changes- arrêté, tu changes de numéro, puis t'arrêtes, c'est pas... Vous allez voir, Si, Laurent. si, mais- non, mais Je vais attends, Moi, voir ça m'est ce- arrivé avec le loft, je peux te dire que ça chiait chez Orange. Hein. Ah bah non, mais attends, tu sais quoi? Je recevais des SMS, mais carrément, tu sais, un SMS que salut Stevie, c'est cool et tout, et un SMS d'un numéro 80 592 quoi. Donc au bout d'un moment, il faut quand même aller. Oui, mais gueuler t'as des pas minutes. porté plainte. Personne n'est allé dans un commissariat avec les menottes suite à ta plainte. Bah T'as non. juste changé de numéro de portable. Oui. Bah Voilà enfin, ce que il je dis. aurait Non, dû mais c'est changer, super attendre 1000 chiant fois de que changer quelqu'un de te numéro de portable. Je sais harcèle. que c'est Au chiant, bout de mais 1000 c'est fois, aller démesuré. porter plainte, je sais pas, au bout de 3 fois déjà, t'appelles Orange et tu demandes à changer de numéro. Ou SFR, ou Bouygues, ou ce que tu veux, 10. Non, mais c'est bien pour Non, elle, mais parce qu'elle c'est va pouvoir terrible être parce que soignée. là vous dites ça, mais là c'est parce que simplement t'as une espèce de grosse baraque qui a des épaules démesurées et c'était une petite gonzesse de 23 ans. Mais imagine que ce soit une fille qui soit appelée 1000 fois par un mec, je trouverais ça normal qu'on vienne l'arrêter le mec. Tout simplement parce que tu dirais que la fille est un peu plus en danger. Il n'y a pas de raison que la fille soit pas interpellée à ce moment-là. Faut pas la mettre en prison pour ça, faut juste lui dire de se calmer, c'est tout. Enfin, moi, je suis assez d'accord avec Vandel. À partir du moment où elle n'a pas été agressive, où elle n'a pas été menaçante. T'envoies la maréchaussée chez elle, ils disent mademoiselle, faut arrêter. Oui, et puis c'est voilà. tout, c'est tout, voilà. Non, mais la garde à vue, t'es obligé de pas lui enlever ses lacets non plus. Non mais non, ils ont pas dit qu'ils avaient fait une fouille non plus. T'arrêtes. Bah non, une garde à vue, c'est Enfin, une ils garde ont à vue. libéré leur Il manodou. vaudrait mieux lui enlever. Il vaudrait mieux lui enlever son téléphone que se lasser. Tiens, on n'a pas son nom, c'est peut-être elle. Allez savoir. Franchement. Ou Annie Lemoine, qui aime beaucoup les sportifs. Ah oui, mais non, mon forfait est limité. Alors Bernard, c'est trop armoire, hein, trop. Ah oui, Il c'est mesure combien, lui, surnaturel. déjà 1m80. Ah bah, Oui, ça c'est d'épaule à épaule, 1m96. Hein. Ouais, c'est hallucinant. C'est pas sa taille. En tout cas, il n'est pas aussi gros, pour revenir à la question Ah oui. initiale, que Grant Hackett. Ah, Ce l'Australien ce C'est un nageur- champion du monde, il est recordman du monde du 10 km. Voilà, mais sauf que là, il a été disqualifié du 10 km et il ne Parce qu'il est pourra trop- pas nager sur cette épreuve à Pékin. Heureusement, il ira à Pékin sur d'autres distances, mais en tout cas, il ne nagera pas le 10 km à Pékin. Il a posé devant les photographes très énervé après un entraînement à Melbourne. Est-ce que j'ai l'air si gros? Je ne crois pas. J'ai la meilleure condition physique de ma carrière. Faut savoir qu'il y avait eu un cliché pas très flatteur qui a été pris lors des championnats du monde en eau libre à Séville, qui mettait en évidence un ventre rebondi dépassant de sa combinaison. C'est vrai que les nouvelles combinaisons là qui sont toutes serrées, c'est pas oui. idéal. Mais pour, il y a une chose que j'ai pas cacher du surpoids. Vous avez raison. Il y a une chose que je n'ai pas compris, c'est quel rapport entre le fait qu'il soit un peu enrobé et sa disqualification. Non, parce qu'il était vraiment chiant, c'est-à-dire au lieu de plonger, il faisait les bombes. Mais non, mais vous imaginez, c'est un peu comme s'il y avait un Français chez nous qui se disqualifie, enfin qui ne se qualifie pas, alors que on attendait de lui évidemment. Ça y est, il a pas fait le temps minimum. Voilà, il est disqualifié. J'imagine qu'après la presse s'empare de son échec et montre des photos en disant il est trop gros. Il n'y a pas de lien entre sa grosseur et le fait qu'il soit disqualifié. Mais si, la presse dit que oui, évidemment. Non, mais Mais disqualifié, c'est pas ça comme veut les dire que c'est- boxeurs où tu changes de catégorie, si tu dépasses un certain poids, tu peux plus concourir. Ah non, c'est simplement, ils ont dit, regardez, il a pris un peu trop de poids, voilà, il est... C'est pour ça qu'il est disqualifié.
disqualifié. Et c'est pour ça qu'il est disqualifié, il s'est enrobé, il fait moins de sport qu'avant. Et lui, il a répondu à la presse en posant devant les photographes pour dire, regardez, non, je ne suis pas gros, c'est la combinaison qui faisait ça. 1m98 pour 98 kilos. Il visera... Quoi? C'est pas mal, ça va, c'est pas énorme. On a connu plus... On est preneur, hein. Arrêtez de dire on. Oui. Il a raison, on est preneur. Il y en a pour plusieurs. En tout cas, là, il s'est expliqué devant les journalistes. Il a dit la proéminence dominicale de mon estomac, puisque les épreuves avaient lieu le dimanche, la proéminence dominicale de mon estomac était due à 3,5 kilos de boissons et nourriture ingurgitées avant la compétition pour tenir la distance des 10 km. Voilà. Peut-être que c'est vrai qu'il faut quand même qu'ils prennent des forces. Ça paraît évident. 10 km de natation, kilomètres. ça dure combien de temps? Il y en a pour 1 heure. Et surtout, si t'as Pour fait une heure, 3 ça va kilos et pas, demi, combien de temps avant l'hydrocution? Parce que, on dit toujours, après manger, faut pas se baigner. Mais sa maman lui avait dit d'attendre 2 heures. C'est pour ça qu'il est arrivé en retard après les autres. C'est la deuxième heure d'On va se gêner avec Jean-Luc Lemoyne, Annie Lemoyne, Philippe Vandel, Stevie Boulet, Pierre Bénichou. Et je tenais quand même à féliciter Stevie, c'est vrai, il a raison, épouvantant, c'est simplement le participe présent du verbe épouvanter, ça s'utilise, bon c'est pas courant, mais ça s'utilise. On dit, il y a un exemple d'une phrase avec épouvantant. Oui, participe présent du verbe épouvanter. Non, mais ça on comprend. Ouais. Laurent, ça veut dire, il y a 2 choses. Est-ce que ça s'utilise, par exemple, mangeant, c'est le participe présent du verbe manger, mais vous dites pas c'est mangeant. Mais là on nous donne des synonymes d'épouvantant, alors à partir du moment où on nous donne des synonymes, c'est que ça s'utilise. Effrayant, épouvantable, faisant, horrifiant, terrifiant, terrorisant. Voilà. Donc il a raison, absolument. Il a raison, Stevie. Ah, Stevie a raison. Attends, mais là, tu nous mets la trempe partout. T'es meilleur que nous en foot. Il m'a déjà humilié sur T'es meilleur que nous en balle morale. T'es meilleur que nous en, tu nous apprends des mots. C'est épouvantant. Ouais. On savait qu'il était meilleur que nous sur le blond, mais s'il est meilleur sur la rousse aussi. Oui. Qui s'est marié à l'âge de 88 ans ce week-end? C'est le grand-père de Carla Bruni. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Oh là 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 là. Et comment vous savez ça, vous? J'ai entendu la Ils l'ont radio. dit. Et il s'est marié qu'une plus jeune que lui. C'est ça que je trouve drôle. Le grand-père de Carla Bruni s'est remarié à l'âge de 88 ans à Castel Torinese, au nord de Turin. Giorgio Remert, c'est son nom, qui est veuf, a épousé une Italienne, une petite jeune de 67 ans. Hein Oh non, ça va, c'est mignon, je trouve. Mais elle a 20 ans de moins que lui, c'est bien. Oui, mais bon. Ils étaient, tu sais comment ils se sont connus? Ils étaient chambre 7 l'un et l'autre chambre 8. C'est drôle ce que vous dites, Stevie. Vous dites, oh bah ça va, c'est raisonnable. Mais il y a quand même 20 ans de différence. C'est marrant comme l'écart entre 67 et 88, c'est moins choquant que si tu veux avec Anna Nicole Smith qui avait 24 ans et qui a épousé un milliardaire de 92 ans. Ça me choque. Ah oui, non, mais alors là, vous partez à 60 ans de différence. Oui, non, oui, ça c'est choquant. Ah, oui. En revanche, soit 67-88, ça me choque. Moins voilà. Que 20, enfin 40. Ça me choque pas du tout même. Bien sûr. S'il y a de l'amour. L'amour est universel, il n'y a pas de date ou d'année ou de est-ce que c'est plus choquant que 20-40? C'est ça. C'est très intéressant cette question. Parce que c'est moins choquant parce que on se dit, en fait, c'est pas un type qui a des 3 sous et une pauvresse de 20 ans qui se dit tant pis, machin. Mais en même temps, 20-40, ça peut être encore de l'amour physique. Oui. Tandis que 67-87, à moins que ce soit un mec comme moi. tu te dis, il y a un côté sordide. Enfin, souvenez-vous l'affaire Raymond DeVos. Souvenez-vous l'affaire Raymond DeVos, par exemple. Ça fait peur. Ça avec la veuve qui lui avait escroqué de soi-disant des contrats ou je sais pas. En tout cas, il y avait le bénéfice de l'héritage. Toute une histoire. Puis elle a le bénéfice du doute. Mais en tout cas, il y a toujours ce genre de personne qui arrive au dernier moment, vous savez, et qui d'un seul coup est soi-disant amoureux. Ça fait un peu toujours peur, ça. Hein, c'est sûr à quoi vous pensez. Bien sûr. Puis surtout, moi, ce qui me fait peur, c'est que si jamais, ce qu'à Dieu ne plaise, le couple présidentiel venait à se séparer dans 30 ans, et qu'il lui dit, maintenant, t'es trop vieille pour te remarier, il lui dira, lui. Elle dira, mon grand-père, à 88 ans, il s'est remarié. Et oui, c'est une bonne chose, ça. C'est des familles, ça. C'est des familles comme on n'en fait plus. Quelle famille incroyable. Il y a que les Bruni, le De Gaulle, les gens comme ça. Justement, qu'a fait ce week-end le pasteur Kirby John Caldwell, soutien du candidat démocrate Barack Obama? Il a été dans le sud de la Californie avec son Harley Davidson.
Comment ça? Eh ben oui, c'est pas le prêtre un peu chelou qui va donner la bonne parole pour Barack Obama sur une Harley Davidson. Non, c'est pas lui. Il est revenu sur ses déclarations qui avaient fait un scandale. Non. C'est lui, c'est bien de lui dont on parle. C'est encore un autre. C'est un prêtre. Qu'a fait le pasteur Kirby John Caldwell, soutien du candidat démocrate Barack Obama? Il a marié la fille de George Bush. Bonne réponse de Philippe Vandel. Ça vous est revenu? Oui, je l'ai entendu hier dans le journal de Guillaume Durand. Jenna Bush, 26 ans, la fille du président des États-Unis, avait refusé de célébrer son mariage à la Maison-Blanche et donc dans le ranch texan de Crawford, loin des objectifs des caméras, mais quand même avec quelques photographes, puisqu'il y a une photo, par exemple, aujourd'hui dans 20 minutes, qu'elle a épousé un chic type, d'après le président Bush. Son gendre est un chic type qui travaille à la météo. Et en tout cas, c'est un démocrate qui ça c'est bien, ça. Oui, c'est pas mal. C'est une preuve d'œcuménisme, une preuve de... Je sais pas d'ailleurs comment ça se fait, parce qu'ils auraient pu choisir quand même un... Ah non, mais ils ont fait exprès, ils ont réfléchi, ils ont calculé le coup. Non, je trouve ça assez malin. Vous croyez? Bien sûr, je trouve ça assez malin. Ça veut dire, je suis pas aussi borné que j'en ai l'air. Regardez, ma fille se fait marier par un prêtre qui est démocrate. Et comment vous expliquez qu'elle n'ait pas encore renoncé, Hillary Clinton, puisque manifestement elle a perdu? Pourquoi elle veut aller jusqu'au bout? Parce qu'il est possible que les délégués changent d'avis au dernier moment. Ah, vous croyez? Et la seule fois où c'est arrivé, ça a été un échec cuisant. C'était pour Walter Mondale, mais enfin, elle veut aller quand même jusqu'au bout. Enfin, elle a raison. Elle sait pas ce qui va se passer. Oui, et puis elle est dans un espèce de conditionnement quand même. Ça fait des années qu'elle est dressée pour ça, si j'ose dire. Donc elle y va, elle peut pas lâcher. Et tous les gens qui disaient à Chirac, allez-vous vous retirer, c'était en 95, il a été élu. Oui. Tous les gens qui disaient à Balladur, qu'allez-vous faire quand vous serez président, il a été battu. Oui. Tous les gens qui disaient, qu'allez-vous faire quand vous serez président à Lionel Jospin, il a été battu. Oui. Donc voilà. Et tous les gens qui disaient au PSG, vous serez champion. Voilà. Ok. Elle était bien ta démonstration jusqu'à la fin. À la fin, t'as dérapé, c'est dommage. Oui. Autre question qui n'a rien à voir. Qui était derrière Cabrel et Madonna dans le classement des meilleures ventes d'albums il y a encore 15 jours? Céline Dion? Non. Ça veut dire qu'il ne l'est plus? Il continue à vendre encore beaucoup d'albums. Il est plus troisième. Il est dans les 10 premiers, mais il n'est plus troisième. Il faut dire qu'il était troisième dès la première semaine de sortie de l'album. Est-ce que c'est une couillonnade, comme disait mon grand-père? C'est-à-dire? Par exemple, la danse des canards, par exemple, un best-of de Patrick Sébastien. Est-ce que c'est un vrai... C'est gentil pour notre ami Patrick. Non, mais quand même, c'est pas du niveau de Cabrel, ces chansons. Je sais qu'elles sont formidables, je sais que Pierre a l'intégrale, mais quand même. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien ce genre de chansons. Le petit bonhomme en mousse. Attends. Je préfère ce genre de chansons aux chansons faussement intello pour Gérard Miller, quoi. Oui. Non, je préfère les belles chansons, mais rien ne m'énerve autant que les chansons pour gogo qui ont l'air de belles chansons qui sont mauvaises. Quand il dit, vas-y, faites tourner les serviettes, là, c'est rigolo, moi, je trouve. mais oui. Et oui, il a raison, mais oui. Vous voyez, voilà. Bon, on peut trouver le genre musical, déjà. Ça c'est pas sûr. Vous m'avez pas répondu. Est-ce que c'est ce genre de... Non, pas du tout, c'est très sérieux. André Rieu? Non. Ça vous fait rire. Est-ce que c'est que le nom, André Rieu, ça vous fait rire? C'est une femme? Pas du tout. Non, français? Est-ce que c'est un chanteur français? Oui, mon petit Jean-Luc. Est-ce qu'il chante? Est-ce qu'il chante? Est-ce que c'est un chanteur français? Non, parce que la question, je l'ai préparée avant. Est-ce qu'il est mort? Du tout. Non, parce que parfois, il y a des pièges. Christophe Maé? Non. Est-ce qu'il est une Non, génération? mais c'est une surprise. Ce qui est surprenant, c'est étant donné sa génération. Ah bah il est jeune, c'est vrai, mais c'est quand même déjà son 4e disque. C'est pas 16? Damien 16, le fils de Benoît. Excellente réponse de Jean-Luc Lemoyne. Damien 16, qui ne fait jamais aucune télé, qu'on ne voit jamais nulle part. Tu peux dire un mot? Oui, je ne sais même pas qui c'est. Oui, il m'aura échappé pas du tout. C'est très prolifique. C'est lui qui a c'est La Jeunesse France, c'est lui qui avait chanté ça. Oui. Et je crois qu'il a sorti un triple album, là. Jeune et con, c'était le tube qu'on avait pu entendre sur toutes les radios. Il avait vendu 300 000 disques de son Jeune et con à l'époque sans faire ni pub télé, ni quoi que ce soit. Il a changé de maison de disques depuis. Il sort un triple album avec 29 chansons enregistrées en une seule prise, comme on dit dans ces cas-là. J'y crois toujours difficilement à ça, mais enfin, en tout cas, il paraît que c'est vrai. Il pourra pas démentir de toute façon, puisqu'il vient pas dans les émissions. Mais en tout cas, il fait un tabac avec son triple album. Et il paraît que c'est déjà complet pour les Bouffes du Nord les 25 et 26 juin prochains. Il est dans les 10 meilleures ventes d'albums du moment, alors qu'effectivement,
on sait à peine qui c'est. Ah, il a maintenant, 30 je vois ans. tout à fait qui c'est. Je peux vous dire qui c'est, ce type. C'est le type qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Noir Désir. Et il est bien content que Bertrand Cantat ait pas le droit de chanter. C'est hallucinant. Il chante exactement comme lui. C'est les mêmes harmonies, les mêmes orchestrations. Si Serge Liado m'écoute, il pourra le voir. Et c'est la même façon de chanter du nez que Bertrand Cantat. Je déteste ce genre. Ah oui, et écoutez, il profite d'une porte ouverte. Vous êtes salaud de dire ça. Je dis salaud, je dis ce que je pense. Lui, je le connais que- pas. Je dis ça ressemble à Noir Désir et c'est pas Noir Désir, voilà. Je suis d'accord, notamment le single qui est sorti là, ça ressemble beaucoup à du La Noir jeunesse Désir. France, nanana. Mais par exactement contre, c'est du Noir un Désir. gars qui est très prolifique et qui est très créatif et qui a fait d'autres choses qui ont absolument rien à voir avec Noir Désir. C'est-à-dire que là, tu le résumes à quelques chansons, mais Puis je je vous t'assure qu'il y signale a qu'en beaucoup plus de variété que ça. 99, quand Jeune et Con passait sur toutes les radios et qu'il a vendu 300 000 disques de Jeune et Con, Il y en avait déjà Noir 99, Désir, ouais. Bertrand Cantat n'était pas en Ah prison. ouais, ouais. Donc vous venez de dire une énorme connerie, Philippe Non, je dis pas Vandel. une connerie, je dis voilà. C'est maintenant, la je jalousie reconnais qui ce te fait son. parler. Non, c'est pas la jalousie, je reconnais ce Non, mais son. enfin, en tout cas, il voilà. n'a pas pris la place D'accord, de d'accord. Noir Désir et de Bertrand Cantat. Peut-être dans le cœur des fans, c'est ça que je voulais dire. Non, il a pas pris sa place. Parce Et que- est-ce qu'il se réjouit qu'il s'est passé ce qui s'est passé? Non, évidemment. Non, faut, là, attention, je suis obligé de quand même de rectifier ce que vous avez dit parce que c'est énorme. Je suis d'accord. Amende honorable. Vous avez raison. Là, vraiment, c'est Mais ça ressemble beaucoup. Je retire ce que j'ai dit. Non. c'est de la diffamation. vous Laurent, je retire ce que j'ai dit sur le fait il a pris la place de, mais alors, en revanche, je maintiens, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau. L'album s'appelle en tout cas Varsovie, l'Alhambra, Paris. Il est en tournée à travers la France. Et vous non plus, hein, Pierre, vous saviez pas qui c'était. Ah non, je sais pas qui c'était, j'en sais pas plus maintenant. Eh ben écoutez, le voici, Damien 16. Comme un éclat de rire vient consoler tristesse, comme un souffle à venir vient raviver les braises, comme un parfum de soufre qui fait naître la flamme. Jeunesse, lève-toi contre la vie qui va, qui vient, puis qui s'éteint, contre l'amour qu'on prend, qu'on tient, mais qui tient pas, contre la trace qui s'efface derrière de soi. Jeunesse, lève-toi. Moi contre ton épaule, je repars à la lutte, contre les gravités qui nous mènent à la chute, pour faire du bruit encore, à réveiller les morts, pour redonner éclat à l'émeraude en toi, pour rendre au crépuscule la beauté des aurores. Dis-moi qu'on brûle encore, dis-moi que brûle encore cet espoir que tu tiens parce que tu n'en sais rien, de la fougue et du feu que je vois dans tes yeux. Jeunesse, lève-toi. Quand tu vois comme on pleure à chaque rue sa peine, comment on nous écarte, perfusion dans la veine. À l'ombre du faisceau, mon vieux, tu m'auras plus. Ami, dis quand viendra la crue. Contre-courant toujours sont les contre-cultures. Au gré des émissions, leur gueule de vie d'ordure. Puisque s'en est sonné la mort du politique, l'heure est aux rêves utopiques, pour faire nos ADN un peu plus équitables, pour faire de la poussière un peu plus que du sable. Dans ce triste pays, tu sais, un jour ou l'autre, faudra tuer le père, faire entendre ta voix. Jeunesse, lève-toi. Au clair de lune indien, toujours surfer la vague. À l'âme au creux des reins, faut aiguiser la lame. Puisqu'ici il n'y a qu'au combat qu'on est libre. De ton triste sommeil, je t'en prie, libère-toi. Puisqu'ici il faut faire des bilans et du chiffre. Sont nos amours toujours au bord du précipice? N'entends-tu pas ce soir chanter le chant des morts? Ne vois-tu pas le ciel à la portée des doigts? Jeunesse, lève-toi. Comme un éclat de rire vient consoler tristesse, comme un souffle à venir vient raviver les braises, comme un parfum de soufre qui fait naître la flamme. Quand plongé dans le gouffre, on sait plus où est l'âme.
Jeunesse, lève-toi contre la vie qui va, qui vient, puis qui nous perd. Contre l'amour qu'on prend, qu'on tient, puis qu'on enterre. Contre la trace qui s'efface derrière de soi. Jeunesse, lève-toi. Jeunesse, lève-toi. Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. Pierre Bénichou, Jean-Luc Lemoyne, Stevie Vandel, Annie Lemoine. Non, c'est pas mal. Ah non, mais alors, non, Laurent, si ça c'est pas du Bertrand Cantat, si ça c'est pas du Noir Désir, c'est quoi? Me dites pas que ça ressemble à... Non mais t'as raison là-dessus, ça ressemble énormément. Oui, j'ai raison là-dessus, je donne 2 exemples, j'ai raison. Écoutez un peu. Pénètre la flamme. Jeunesse, lève-toi. Mais c'est bien, moi j'aime bien. On dirait Moi aussi j'aime bien. Mais On dirait une jeune accouchée. Mais non, j'adore, moi. Il y a du Polnareff. Ah, j'adore ça. Ah non, moi aussi j'adore. Ma robe de chambre. Mais qu'est-ce que ça? Je croyais que j'étais un mec, mais ce mec-là, mais je sais pas, moi, Paul Naref, à côté de lui, c'est Lino Ventura. Vous vous rendez pas compte? Non mais c'est vrai que j'étais un chanteur, moi. Alors un chanteur. On Non a mais dit. là où Pierre a raison. Et en plus, on a évoqué des noms d'hommes malheureusement trop connus pour leur violence. Et là, c'est Non, mais Pierre, vous n'avez pas fait attention aux paroles. Il fait jeunesse, lève-toi. T'imagines si la jeunesse va se lever. C'est formidable. Mais en plus j'adore. Je me moque mais j'adore. Ah bah mais ça ressemble à l'autre. t'adores ça, toi? Non mais c'est vrai que Ouais, enfin, ça vaut pas le premier de là où parade. je suis Philippe Vandel, c'est quand il dit jeunesse, lève-toi. Les mecs, je pense pas qu'ils vont se lever tout de suite. Faut déjà qu'ils l'entendent. Non, mais c'est après mai 68. Sans vouloir augmenter mon côté beauf et faire des trucs là, c'est vrai que c'est un petit peu mièvre tout ça. Oui. Moi j'aime bien des chanteurs qui chantent doucement. Allez, au Palais des Congrès, il y a Franck Michael qui fête ses 30 ans de carrière. Franck Michael, j'aime Non. beaucoup, moi. Il t'a tout volé. Il t'a tout volé, moi je dis. Toutes les femmes Pierre, sont belles, tout ça, c'était ton faites répertoire, c'était ta place. Faites comme moi, écoutez le premier de la liste, c'est Cabrel, Les Roses et les Orties, la première de l'album, magnifique. Moi, Cabrel, je je peux pas vote pour supporter. Damien XVI, Varsovie, l'Alhambra, Paris, qui n'est absolument pas le fils de Benoît XVI, évidemment, contrairement à ce que j'ai pu annoncer. Des fois qu'il y en a qui me Non, croiraient. c'est pas le fils, c'est un parent. Qu'est-il arrivé à cette jeune femme se promenant dans les jardins de Montreuil, en Seine-Saint-Denis? Elle s'est fait mordre par une vipère. Bonne réponse. Non, mais c'était Dany vachement grave, Lemoine. la pauvre. Parce qu'en fait, elle s'en est pas rendue compte. Donc j'ai lu son témoignage. Et alors, elle voulait cueillir une fleur pour ses filles, en plein centre-ville de Montreuil. En même temps, est-ce qu'on a le droit de cueillir des fleurs dans les jardins publics? Je pose la question. Donc la ville de Montreuil a raison de mettre des vipères comme ça. Non. Non, mais c'est vrai. Est-ce qu'on a le droit de cueillir une feuille dans un jardin Non, public? absolument pas. Non, Enfin, alors voilà. non. Alors c'est normal qu'il y ait des vipères de garde. Tout à fait. Non, mais Il moi, faudrait j'ai des vu- vipères anti-fumeurs aussi. Les jardiniers, ils en ont marre d'avaler des couleuvres, parce que. C'est bien ça, J'ai Pierre. vu, non, mais j'ai vu dans le journal. Oh là là. T'as bien fait de sortir du beau. Eh bah bon Dieu. C'est vrai qu'elle est nulle. Elle est nulle, c'est le plaisanterie, mais elle n'est pas plus nulle que celle que je fais d'habitude. Il est temps d'interroger sur ce sujet le médecin spécialiste des serpents, Monsieur Chipot. Bonjour. Bonjour. Docteur Jean, pourquoi vous riez? Est-ce qu'on en a fait tout le week-end? Non. Ça, c'est pourquoi on rit, parce que c'est une bonne idée, ça. Excusez-les, docteur, ils sont cons. c'est une Docteur, bonne n'avez idée. rien contre les... Voilà, je nourris 5 vipères dans mon sein. Qu'est-ce que je peux faire, docteur? Il n'y a rien à faire. Avec 5 vipères, c'est au moins 4 de trop. En tout cas, est-ce que c'est courant, comme ça, de trouver des vipères dans les jardins publics en plein centre-ville? Non, c'est pas courant. Dans les zones tempérées et dans les pays industrialisés, c'est même rare, voire exceptionnel. Par contre, c'est beaucoup plus fréquent dans les pays en développement, où vous trouvez des serpents venimeux, des cobras ou des crotales ou des vipères, même en centre-ville. Alors pour le journal Le Parisien, vous répondiez aux questions de Geoffroy Tomasovic dans l'édition du jour. Et dans Le Parisien, vous racontiez qu'on pouvait quand même recenser en France un petit millier de morsures de serpents par an. 1 millier de morsures par an, c'est quand même pas mal.
C'est beaucoup, oui. Pour un pays tempéré et un pays industrialisé comme la France, c'est beaucoup encore. Oui. Mais il y a des serpents même sous climat tempéré, il y a des serpents. Je veux dire, la vipère et la couleuvre, c'est quand même vachement... Ah, mais la couleuvre et la couleuvre ça ne se discute pas. Il y en a quand même pas mal dans nos campagnes. La couleuvre, elle a une morsure qui n'est pas venimeuse. Non, la couleuvre n'est pas venimeuse. Et voilà. Et la vipère, oui, c'est pour ça, quand on dit un petit millier de morsures de serpent, on entend aussi bien les morsures de couleuvre que celles de vipère. Oui, il y a seulement un décès tous les 2 à 5 ans en moyenne. Voilà, c'est ça. C'est pas beaucoup, hein, quand même. En France, oui, je parle. Oui. Faut rassurer tout le monde. Mais ça aurait pu mal tourner pour cette dame parce qu'évidemment, elle ne s'est pas rendue compte tout de suite qu'il s'agissait d'une morsure de serpent. C'est là tout le problème. Voilà, il y a deux aspects. Il y a d'une part le retard du diagnostic, qui évidemment permet l'aggravation de l'envenimation, et d'autre part le fait que, apparemment, d'après mes informations, elle n'a pas reçu de sérum antivenimeux, qui reste quand même le moyen thérapeutique le plus efficace et le mieux toléré pour traiter les envenimations de serpents. La première chose à faire, en tout cas si on s'en aperçoit, c'est évidemment de courir aux urgences. Ou chez le pharmacien. Éventuellement le pharmacien, mais je crois que le mieux c'est d'aller aux urgences, d'une part parce qu'ils sont équipés pour faire le diagnostic des complications éventuelles et puis surtout pour lancer le traitement. Vous dites que l'ennemi de la vipère sont les chiens et les chats. En zone urbanisée, oui. Mais alors... C'est-à-dire, si vous voulez, que les animaux, d'une façon générale, sont des prédateurs potentiels des serpents et en particulier des vipères. Mais en revanche, la vipère ne peut pas mordre un chien ou un chat, alors. Si, bien sûr. Ah, quand même. Les chasseurs savent très bien que les morsures de vipères sur leurs chiens font des dégâts très très importants. Je vous remercie pour tous ces renseignements, professeur, médecin, Comment on devient spécialiste des serpents? C'était une envie au départ? Oui. C'est une envie et ensuite je travaille à l'Institut de recherche pour le développement en Afrique et en Amérique latine où je suis en affectation et donc là c'est beaucoup plus fréquent et beaucoup plus difficile à traiter. On comprend mieux. On vous remercie, Dr Chipot. Merci beaucoup. Je vous en prie. À vous. Merci. Jean-Luc Lemoyne, Stevie Boulet, Philippe Mandel, Annie Lemoine, Pierre Bénichou. Ah, il va être déçu, notre Jean-Luc Lemoyne, parce que Serge Liado, bonjour. Il me demandait un papier, un stylo pour le quiz. Il s'apprêtait à flamber devant les autres. Parce que c'est un des meilleurs au quiz, mais ce n'est pas le jour du quiz aujourd'hui. Mais non, c'est le jour des disques qui se ressemblent. C'est mercredi, le jour du quiz. Reviens demain, Jean-Luc. Revenez demain, c'est comme pour la soupe de la veille. Aujourd'hui, ce sont les chansons qui se ressemblent et sont 2 tubes que Serge a choisi pour nous. Oui, Philippe, vous vouliez dire quoi? Serge, allez acheter un disque de Benoît XVI et Damien XVI et comparer avec Noir Désir, et j'aimerais bien entendre les 2 chansons rapprochées, s'il vous plaît. Oui, d'ailleurs j'avais déjà noté des trucs sur Damien XVI. Pas possible, tiens. Ça remonte déjà à son premier disque. Et vous avez remarqué qu'il y a aussi une légère ressemblance vocale avec Raphaël. Ah oui. Benoît XVI aurait jamais fait ça. Moi j'ai tous ces disques. Et je veux dire, il y a pas du tout des trucs de Jean-Paul II dedans. Pas du tout. Ah, il a pas piqué. Si. Non, il a piqué ses fringues. Bon, il a piqué des phrases. Spiritus Sancti, des trucs comme ça. On revient au tube du jour, les Ronettes. Be My Baby. Oui, on peut pas dire que ce soit un tube du jour, ça date de 1963. Et les Beach Boys, Don't Worry, quoi? Don't worry, baby. Ah ben il y a baby dans les 2 alors. Oui, il y a baby déjà. Déjà il y a un plagiat dans le titre. Non, alors voilà, Be My Baby, c'est un énorme tube de l'année 63. Ça a été écrit par Phil Spector. C'est un mystère pour personne, notamment pour Jean-Bernard Hébé. Bien sûr. Que c'est lui qui a inventé le fameux mur du son, le Wall of Sound. C'est lui qui a. C'est son fils Alain qui a terminé dans la police, évidemment. Spector. Ouais. Sauf qu'il va peut-être finir en taux, là, Phil Spector. Je crois, oui, ça va très mal pour lui. Il est soupçonné justement du meurtre d'une actrice, d'une comédienne de sa femme. Je viens de comprendre. Alain Spector de police.
Voilà des plaisanteries comme je les aime. Oui. Franches, françaises, Voilà. sympathiques. Ils font pas de mal. Ils font pas de mal. Au lieu de rigoler avec vos conneries, vos trucs de people et de machin. Et de... À l'inspecteur. Bien sûr. Il n'y a pas de miracle. Une carrière comme celle de... Oh, c'est pas un mec, c'est pas un mec qui tout à l'heure m'a sorti à couleuvre je ne sais quoi, qui va nous donner nous donner des leçons, mais non, Pierre mais tous les Bénichou. grands, Drucker, Sevran, Ruquier, comme ça, c'est parce qu'ils savent faire des plaisanteries comme Vous ça. avez vu que Patrick Besson a fait un papier sur moi ce week-end, titré Laurent Ruquier est mort, et il fait toute ma nécro. C'est pas vrai. Si, c'était drôle, ça me fait plaisir. C'était au moins, je vais le garder, je vais l'encadrer. Et dans le Figaro et dans le Figaro Magazine, au moins, et il dit comme ça, moi, Laurent, tu sauras ce qu'on dira de toi quand tu seras plus là. Non, parce qu'il y aura d'autres épisodes qui vont être écrits, cher Laurent. Mais il parle pas de moi du tout. C'est un peu. Il parle de mes amis. Il dit oui, je voudrais parler de Laurent Ruquier. Nous venons d'apprendre sa mort. C'était un grand cœur. Nous tous qui étions ses amis et vous tous qui êtes aussi ses amis, nous le savions. Nous en avons eu la preuve à maintes reprises, notamment quand Laurent a, dans son infinie générosité, ramené dans son équipe des gens dont personne ne voulait ailleurs. Vous voyez qui parle de vous. Je pense à Éric Nolot, dont un parisianisme mal placé a oublié trop vite qu'il était l'éditeur d'un roman ayant obtenu le prix Renaudot des lycéens. Ou à Gérard Miller, le psychanalyste qui parle tout le temps et n'écoute personne. C'était ça, Laurent, le berger qui cherche jusqu'au bout de la nuit la brebis égarée, le bon samaritain toujours prêt à partager son eau et son mille avec le premier venu. Mais il n'y a pas votre nom vraiment, hein, Pierre, je suis désolé. Hein. Bah, tant mieux. Et vous, comment vous allez alors, Serge Léado? Moi, je suis impressionné. C'est la première fois que je fais une émission avec un mort. Bon. Donc, revenons à cette histoire de meurtre. Donc, Phil Spector a tué sa femme, la comédienne Lana Clarkson. Et mais à part ça, il faut quand même dire qu'il a eu une belle carrière. Il a produit Ike et Tina Turner, etc. Il a produit des grands tubes, Dadou Ronron, Proud Mary, le fameux album des Beatles, le Let It Be, avec The Long and Winding Road, My Sweet Lord, etc. Bon, mais ce tube Be My Baby a beaucoup inspiré les Beatles, John Lennon notamment, et puis les Beach Boys en la personne de leur leader Brian Wilson, et il s'est demandé s'il pouvait faire aussi bien que cette chanson Be My Baby. Et sa femme Marilyn l'avait rassuré, lui avait dit Don't worry baby, et c'est comme ça que cette copie à peine déguisée de Be My Baby est devenue en 64 la face B du 45 tours où figurait en face A le mythique I Get Around. Et pourquoi on le sait que maintenant? Mais non, on le sait depuis longtemps, mais je... Et ben alors, pourquoi vous nous parlez de ça? Je vous parle de ça parce que j'ai pensé que j'étais bien de mettre la priorité. Si, j'avais autre chose, mais... Comment vous allez d'ailleurs, Serge? Eh bien, je vais de mieux en mieux. Dans 8 jours, je vais pouvoir poser le pied à terre. Non. Oui. C'était long, hein. C'est dingue. Parce que le PSG t'attend. Ils vont le recruter pour la saison prochaine, à mon avis. Ça me fait une belle jambe. Mara Carfagna, c'est son nom, faisait la une des journaux ce week-end. Pour quelle raison Mara Carfagna faisait la une de différents journaux? Elle est portugaise, brésilienne? Elle n'est pas portugaise, elle n'est pas brésilienne. Italienne? Elle est italienne. La famille de Carla? Ce n'est pas de la famille. Tout le monde n'est pas de la famille de Carla en Italie. Oh, bah, j'essayais. Elle a remporté quelque chose, une épreuve sportive? Oh, rien de sportif, mais un trophée? En quelque sorte. En quelque sorte. C'est une Miss. Sportive. C'est une Miss. Non, c'est pas. Alors, c'est une ancienne Miss. Ah. Ça, c'est vrai. Elle a épousé un homme politique. Enfin, pas tout à fait. Hein. Elle vient d'entrer au gouvernement de Monsieur Berlusconi. Oui. Et elle vient d'entrer au gouvernement, elle est ministre de je ne sais quoi. Elle est particulièrement facho. Elle a été élue la ministre la plus belle du monde et c'est un petit canon. C'est la 4e femme de l'aile rose du gouvernement Berlusconi, une Berlusconette de 33 ans. Effectivement, bonne réponse de Pierre Bénichou. Pourquoi vous riez, Jean-Luc? Parce que autant
Juppé, Juppette, ça marche, mais moyen déjà. Berlusconette, il faut faire gaffe. Parce que Je me demande même si elle serait pas un peu berlusconasse. Oui, tu vois, c'est ça. parce que- Oui. Ah non, mais elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Non, mais ce que Scully sur elle me fait dresser les cheveux sur la tête. Bah oui, parce que c'est pas le fait qu'elle soit belle, c'est le reste qui me fait dire qu'elle serait berlusconasse. Mais oui, parce on dit la vague rose. On croit que c'est qu'il a pris des gens à gauche comme Kouchner pour être la vague rose de Sarkozy. Pas du tout. C'est une facho bon teint qui tient des propos homophobes à faire dresser les cheveux sur la tête. Qu'est-ce qu'elle dit? Je vois pas pourquoi. D'abord, elle a terminé 6e du concours Miss Italie. C'est là qu'elle a été recrutée dans les shows télé produits par les chaînes berlusconiennes. Ensuite, elle s'est fait connaître aussi parce que, souvenez-vous, Berlusconi, qui avait juré devant les caméras qu'il était libre et qu'il l'épouserait sur le champ, s'était fait imposer par son épouse de faire des excuses publiques à la télévision. C'était à cause de cette jeune femme-là. Vous voyez que Madame Berlusconi avait dit: tu vas faire des excuses publiques pour avoir dragué cette nana en direct devant les caméras de télévision. Et c'est ce qu'avait fait Berlusconi, s'était excusé, mais sauf que depuis, la jeune femme est devenue ministre, mais effectivement, elle est un peu extrémiste, quoi. On peut dire les choses comme elles sont. Droitière et très grenouille de bénitier, et elle a jugé les gays constitutionnellement stériles. Voilà. C'est grave. Constitutionnellement stérile. C'est-à-dire, moi, je suis très désappointé avec l'Italie en ce moment. Vous êtes désappointé? Elle est épouvantante. C'est désappointant. C'est désappointant. Ce qui se passe. Non, ça. Épouvantante. Elle est épouvantante. Non, mais c'est vrai. Non, mais l'Italie, c'est grave. Je trouve ça vraiment Ah, grave. il vient de découvrir ce que c'était que la droite, enfin. Non, c'est pas vrai. Bah, arrête de dire ça. Ça n'a rien à voir. Déjà, maintenant, tu sais qu'il y a une droite sociale qui existe. Moi, par exemple, je suis de droite. Ça m'empêche pas que je suis antisocial. Donc maintenant, il est antisocial. Mais non. Il aime Trust. Tu peux être droite et social aussi. Social, c'est ça, d'accord, on a compris. D'ailleurs, vous avez vu que Roberto Maroni, qui est membre de la Ligue du Nord, veut négocier le fait, parce qu'il est le ministre de l'Intérieur du nouveau gouvernement italien, veut négocier que désormais, il y a un nouveau retour aux frontières des contrôles de passeports. C'est-à-dire que même nous, Français, en allant en Italie, alors que c'était plus le cas, on devra montrer... la fin de Schengen. Donc. Voilà, exactement. Il veut remettre... Mais ils ne peuvent pas. Il y a des traités qui sont signés. Ne vous énervez pas, je on est pour rien, nous, Stevie. Laurent, mais je comprends, il est en charge du dossier. Si c'est normal qu'il prenne un cœur. Si c'est un ministre qui a osé dire une parole aussi stupide, mais qu'il aille lire les traités que son pays a signés. L'Italie. Ce même ministre dont vous parlez là, je l'ai vu à la télévision hier. Roberto Maroni. Il disait: partout où vous verrez des étrangers, foutez-les dehors. Il appelle au meurtre, quoi. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Italie pour que ça dérape comme ça? Ils sont de droite, je crois, moi. Mais enfin, c'est pas la droite française. Ah non, mais enfin, ils ont retrouvé la vraie droite. Pas ces droites complètement émasculées comme il y a ici, là. Non, la droite, la vraie, la bonne droite. Celle qui dit mort aux juifs, mort aux nègres. Arrête tes clichés, là. Celle que t'aimes bien. On est plus en 45. Mort aux juifs, mort aux nègres, mort aux pédés, tu dois être content avec ça, non? On a un vrai débat gauche-droite là. C'est bien. Entre Stevie et Pierre Bénichou, on est dans la caricature des deux côtés. En 67. Mais il faut être très simple dans ses choix politiques. Vandel, vous qui n'êtes pas un paradoxe près, justement, c'est lors de votre rubrique, les contradictions, les choses qui sont évidemment amusantes parce que elles se contredisent dans la presse, Oui, dans alors, les déclarations, dans les faits. Alors, on commence par quoi? Un article dans le Parisien de vendredi qui m'a beaucoup plu, le retour de la tomate à l'ancienne en Bretagne. Alors c'est la marque Prince de Bretagne, qui est numéro 1 de la tomate industrielle, qui est le numéro 3 en Europe, qui a décidé de produire des tomates comme autrefois, pardon. Oui, justement, elles sont un peu froides. Pourquoi? Parce que les consommateurs se plaignent que les tomates n'ont plus aucun goût. Alors juste on remarque, si on veut faire pousser des tomates à l'ancienne, on les fait pousser en Espagne, en Italie, en Corse, en Provence, mais pas en Bretagne, sous des serres en plastoc, pas avec de l'éclairage et de l'engrais artificiel. Et alors, si on creuse un petit peu le papier, on apprend de belles. Les patrons donc de cette marque, on disent que ils vont lancer des nouvelles variétés, des variétés anciennes, donc avec un choix délibéré, je cite, de privilégier le goût. Et ça va faire 10% de leur production.
Ça veut dire que pour 90% de leur production, leur goût, ils s'en foutaient. Voilà. Et je trouve ça assez hallucinant. En même temps, voilà, peut-être que les autres seront goûteuses aussi, mais il y en aura 10% qui seront plus goûteuses. Non, mais c'est honteux. Vous cherchez la petite tomate. Non, là. non, on dit pas, on fait des trucs à l'ancienne alors que c'est pas. Ce qui est honteux, c'est la tomate. C'est vrai qu'il n'y a pas de goût dans la tomate maintenant. T'es d'accord? Ça dépend. La tomate de ton jardin, elle est bien bonne, hein, elle est bien rouge. Tu as déjà goûté la tomate de mon jardin, toi? Ah non, vous draguez pas pendant l'émission. Non. Je crois qu'il va se la farcir. Alors quoi d'autre? La Ligue de professionnels de foot a sanctionné le PSG, c'est pour vous Jean-Luc. À cause de la banderole déployée au Stade de France contre les Ch'tis, le PSG est interdit de coupe de la Ligue la saison prochaine. Et les gens de la Ligue ont pas de mots assez durs pour qualifier, je cite, cette banderole de la honte. C'est con, parce que Marianne et d'autres journaux ont une bonne idée, je trouve. Ils ont dressé la liste de toutes les banderoles que la Ligue a vues dans les stades depuis des années. Alors, à l'intention de Jean-Michel Aulas, qui est le président de Lyon, il y avait une banderole dans le stade de Lyon, transfère-toi ça dans le cul. Aucune sanction de la Ligue. Lyon reçoit Saint-Étienne. Ça, c'est une invitation, c'est autre chose. C'est festif. Ouais. Lyon reçoit Saint-Étienne, banderole, Stéphanois, ordure consanguine, aucune sanction. Saint-Étienne reçoit les Lyonnais, la chasse est ouverte, tuez-les, aucune sanction. Bordeaux reçoit Paris, banderole, l'été vous polluez nos plages, l'hiver nos montagnes, ce soir notre stade, Parisien, le Sud-Ouest vous vomit, aucune sanction. Paris reçoit l'OM, quel été pourri, pas d'incendie à Marseille, aucune sanction. Marseille reçoit Paris, une autre banderole, écoute, celle-ci elle est gratinée, on cherche des putes, envoyez le CV de vos mères. La formule est jolie. Rouen, c'est pour Laurent. Rouen reçoit Le Havre, c'était en 2e division. Le Havre, verrue de la Normandie, brûlons-la. Aucune sanction. On a été vengés depuis. Voilà. Ma conclusion, la Ligue, tous des faux culs. Non, je déconne, c'est pas une banderole, c'est une impression. Renan Luce, ça vous dit quelque chose? Oui, et lui, il copie pas. Ah, il copie pas Renan Non. Luce? Il y a un petit côté Brassens, mais quel talent. Repenti, c'est la dernière chanson c'est extraite vachement bien. de son album. On peut voir le clip Avec Toretton. passer régulièrement à la télévision avec Toretton, puisqu'il y a une opération de chirurgie esthétique. Un autre ami de Pierre Bénichou, Philippe Non, je ne Toretton. connais pas, mais je trouve que c'est un grand acteur. Vous voulez pas recommencer. Alors, en tout cas, Vermus, regardez. Quel poète. Bonjour à tous. Bon, alors vous avez bossé ce week-end? Bah oui, j'ai plein de choses. Vraiment, là encore une fois, j'ai au menu beaucoup de choses. Alors, commençons par la fête des Alsaciens célèbres, puisque ça a lieu ce soir. Oui. Alors en vérité, en fait, c'est demain soir, mon petit faudrait Laurent. savoir. Demain soir. En vérité, il y en a marre. Il y en a pas que pour les ch'tis. C'est ça le truc. Et là, Bénichou, il a pas totalement tort. Vous voyez, les ch'tis. Alors l'Alsace a décidé de se réveiller, et il a décidé de se réveiller en 2 points. Premièrement, un énorme village alsacien à Paris demain, place Saint-Sulpice. Et puis une soirée qui va se prolonger rue Bonaparte à la mairie du 16e. Hein. La fête des Alsaciens célèbres. Attends. Vous avez vu quoi? Parce que rue Bonaparte à la mairie du 16e, ça fait long. Oh, Vandel, ça suffit. Vous devenez une sorte de névrosé. Dès qu'il y a un petit truc, faut que vous mettiez le doigt dessus. Toujours. Allez vous faire soigner. Une bonne psychanalyse vous ferait du bien. C'est à la mairie du 16e rue Bonaparte. 6e bien. 6e. Tu voyez, non mais franchement, je démarre gentiment cette semaine et vous commencez déjà à m'énerver. Alors, ce qu'il y a d'intéressant. Donnez-moi plutôt les noms des Alsaciens Ben oui, célèbres alors bon, qui seront là. Ouais. Alors d'abord, la soirée est parrainée, il faut quand même le dire, par Jean-Marie Bockel, qui est maire de Mulhouse, et par l'autre politique, Adrien Zeller, l'ancien ministre qui est président du Conseil régional d'Alsace. Hein. Alors il y aura Gérard Rolls, vous le connaissez bien. Gérard Rolls, c'est alsacien. Eh oui. Pierre-Henri Mathieu, vous connaissez? Pierre-Henri Mathieu, le tennisman. Bah oui, c'est alsacien. Alors vous avez le coureur. Paul-Henri Mathieu. Ouais. Oh, ça va, 16e, 6e, Paul, Pierre. Oh là, vous cherchez la petite bête, franchement. Non, vraiment, soyez gentils, là. Non, parce que vous m'auriez dit Paul-Henri Mathieu, je vous aurais dit oui, le tennisman. Vous voyez, ouais, c'était un piège, en fait, volontaire de ma part, vous le savez bien. Sébastien Loeb. Vous connaissez, Qui est, rappelez-nous. Qui est un champion de rallye, champion du monde de rallye. Parfait, bravo. Non, je vois où vous voulez en venir. Vous vouliez me coincer. Vous pensez que je suis ignare à ce point-là? Non. Si, je le pense. Qui d'autre? Jacques Higelin. Jacques Higelin, alsacien? Oui, vous saviez pas ça, hein? Ah, non. Thierry Mugler. Très bien. Alors, il y a une réponse qu'on n'a pas, on attend impatiemment. Tout le monde trépigne, Laurent. Tout le monde trépigne à savoir si elle viendra ou pas. Charlotte de Turckheim. Oui, on ne sait toujours pas. Alors, je peux vous dire qu'il y aura un énorme banquet strasbourgeois, avec la Flamencuche, le Strudel, le Kugloff, le Gewürztraminer, le Riesling. Ça va être une grande fête pour prouver que les Alsaciens existent.
Le village alsacien, c'est du 15 au 18 mai, puis il y aura une trentaine de stands. Ça va être plutôt chaleureux, sympathique et franchement, c'est aussi une fête merveilleusement gourmande. Hein. Oh, j'imagine. Il y a d'autres choses, si vous voulez de l'info un peu costaud. Hein. Ouais. Le festival de Cannes commence incessamment sous peu. Hein. Ouais. Ah, ça, c'est un scoop. Alors, oui, mais vous savez que le Belge Noël Godin, alias l'Entarteur, va encore frapper. Non. Oui. Contre qui? Alors, de bonnes sources, il devrait être à Cannes avec ses acolytes. Hein. Alors si je vous dis contre qui, ça va gêner son travail s'il arrive. Bah oui, mais c'est un peu votre métier de dévoiler. Oui, donc il a envie de frapper fort à la tête même de l'organisation du festival. C'est-à-dire Gilles Jacob? Voilà, c'est-à-dire que si j'étais Gilles Jacob ou Thierry Frémaux, je me méfierais. Si j'étais Christine Albanel ou Catherine Deneuve, je ferais très attention. Hein. Et si j'étais Michel Denisot, puisque finalement c'est Canal+ qui monopolise, faut bien le dire, toute cette manifestation cinématographique, je ferais très attention. Alors on se souvient que les cibles privilégiées des années passées, c'était toujours les mêmes, hein. BHL, Jean-Luc Godard, Mocky, Poivre, etc. Tandis que là, à mon avis, l'organisation a intérêt à faire très 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 attention. Ce soir, et d'ailleurs je crois que c'est diffusé sur Internet, les Gérards du cinéma. Ah voilà, alors c'est diffusé sur Internet, sur le site même de Paris Première, mais si vous voulez assister à la manif, hein, c'est au Club Marbeuf, rue Marbeuf. Hein. Très bien. Alors, l'année dernière, il y avait 15 catégories, cette année, il y a 12 catégories. En fait, les Gérards, c'est pourquoi? C'est pour consacrer les navets, hein, les échecs. Hein. Alors donnez-nous surtout, parce que c'est ça qui est le plus drôle, c'est pas tant les nominés qui sont drôles, c'est l'appellation de chaque catégorie. C'est ça qui est drôle. Alors allez-y. Alors, il y a le Gérard de l'acteur qui aurait vraiment mieux fait de continuer à faire des sketchs. Ça c'est drôle. Gérard de l'actrice, que les journalistes s'obstinent à appeler mademoiselle, alors qu'elle a plutôt une tête à ce qu'on l'appelle mémé. C'est ça qui est drôle. Ah, c'est drôle, hein. Voilà, c'est pas les nominés, c'est l'appellation des catégories qui est drôle. Alors vous avez le Gérard de la compromission alimentaire, hein. Bon, l'acteur qui fait un film parce qu'il a vraiment besoin d'argent, et bien que ce soit un grand acteur. Comme l'a rappelé Galabru au Molière. Voilà, absolument. Vous avez le Gérard du film dont on a appris l'existence en préparant la catégorie des Gérards. Ça, c'est pas mal non plus. Alors, vous avez le Gérard de l'actrice qui bénéficie le mieux des réseaux de son mari. Il y a, je crois, le général du plus mauvais animal dans un rôle d'animal. Oui, absolument, voilà. Alors, vous avez des films absolument inconnus, en dehors du chien qui jouit des fixes, hein, ou du papillon dans le scaphandre et le papillon, voilà. Et vous avez Gérard du film où on ne sait pas si on s'en va, si on revient, ou alors quoi. Alors c'est vrai que c'est fait par deux gamins que j'aime bien, qui sont Arnaud Demanche et Frédéric Croyer. Ils adorent les canulars, ils aiment bien se moquer des autres et d'eux-mêmes. Et c'est vrai que ça fait du bien au milieu du cinéma dont l'ego est quand même surdimensionné, et que ce genre de truc, ça remet les pendules à l'heure. Le Gérard du désespoir féminin, le Gérard du film Roumanescu, c'est tous ces films qui viennent de Bosnie, de films de pays de l'Est absolument invraisemblables à prononcer. C'est ce soir à partir de 21h30 sur parispremière.fr ou sur lesgérards.tv. Sur Internet, on peut voir les cérémonies partout en France, donc. Voilà, absolument. Bon, écoutez. Je pense qu'on s'est dit assez de choses, c'est pas la peine de prolonger. Hein. Non. Ça suffit, je crois que toute chose, hein, ça a du bon. Entre nous, c'est sans préliminaire et sans cigarette derrière. Voilà. Merci, Paul Vermus. On se retrouve demain à 16h. Bye bye. Bonne soirée sur Europe 1. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.